Le marché a changé, les priorités de TF1 ont changé, ce qui avait été promis n'a pas forcément été délivré, et c'est parti en couille quoi. TF1 te vire de ta propre boîte. Ça tombe de nulle part, on est sous le choc. On pensait même qu'on allait avoir une bonne nouvelle, donc la douche froide assez dingue. Je suis au fond du trou, j'ai quasiment plus d'argent, je sens que je suis en train de m'engouffrer dans un truc. On arrive avec cette idée de mettre des groupes d'inconnus dans des restaurants où ils payent 5 € pour participer au dîner. Par contre, là, on fait comme on a envie de faire. Faut que ça gagne de l'argent, faut que ça soit un truc que tout le monde sache faire. Ça marche si ton produit il est bien, s'il fait sens et si c'est le bon timing. C'est ta capacité à tester vite et à te rendre compte que tu fails. On est passé de 2 villes à 325 villes en un an. Pour donner un ordre d'idée, demain on a 30 000 inconnus qui vont dîner ensemble dans 2500 restaurants à travers le monde. Waouh. Cet hyperscale, il est possible grâce à un déclic, une prise de conscience, celle que tu as en appelant ce restaurateur. Ce restaurant-là, il va changer la donne. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Déclic. Encore une fois, bien accompagné. Je suis avec Maxime Barbier. Comment tu vas? Très bien, merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, avec grand plaisir. Merci d'être là. Maxime, j'ai plein de questions à te poser. Tu as un parcours de dingue. Rapidement, je te présente. Tu montes ta première entreprise à 18 ans. Dans l'événementiel, avant même donc tes 20 ans, puis plusieurs autres, jusqu'à créer à 24 ans un média qui va bouleverser Internet, qu'on connaît tous, ou en tout cas que beaucoup connaissent, j'imagine, Minute Buzz. En quelques années, tu réunis des millions d'abonnés, génères des centaines de millions de vues et deviens le premier média français 100% vidéo, 100% sur les réseaux sociaux. Tu fais entrer TF1 au capital, mais l'histoire vire au clash. En 2019, on te vire de ta propre boîte, quelques semaines avant la fin de la période d'intégration. À 33 ans, tu décides de tout quitter. Tu pars faire le tour du monde, tu te lances sans défi et tu réapprends à vivre. On en parlera de ces défis, quelques-uns justement. En 2024, tu relances, tu rassembles plus de 350 000 personnes autour de 7 000 dîners organisés et tu vises 120 000 convives par mois avec TimeLeft justement. Tu as réussi un des plus beaux virages de l'entrepreneuriat français, passer du roi du buzz digital à celui de recréer du lien réel. TimeLeft, c'est devenu une communauté, un mouvement et peut-être même une nouvelle manière de vivre ensemble. Et aujourd'hui, on veut comprendre comment on se relève d'un échec si dur qui plus est. Qu'est-ce qu'on apprend sur soi en brûlant toutes les étapes et qu'est-ce que tu as trouvé vraiment au fond du monde et surtout au fond de toi-même. On va en parler. Bienvenue sur le podcast Le Déclic. Ça fait toujours quelque chose de voir son histoire racontée comme ça, mais ouais, c'est pas mal dit. Eh bien, c'est que le début, justement. On revient sur ton histoire. Revenons sur Minute Buzz. Tu lances Minute Buzz en 2010. Yes. Pendant presque 10 ans, c'est toi qui tiens la barre. Tu es un des premiers Français à miser sur la viralité, le format social, la vidéo verticale. En 2016, tu as des millions de vues par mois. Tu signes avec TF1. C'est quoi à ce moment-là la vision du deal? Tu avais envie de quoi? Le deal avec TF1 c'est pas fait en une fois, c'est arrivé progressivement. Il a suivi justement ce passage en 2016 où on s'est dit les plateformes sociales sur lesquelles on misait pour avoir du trafic commençaient à asphyxier en fait le trafic, à ne plus sortir de trafic vers les autres médias. Et on s'est dit au lieu de subir ça, on va essayer de prendre la vague. Et donc on a décidé en septembre 2016, je crois, de faire le switch. On avait peut-être 10 millions de visiteurs uniques par mois et on s'est dit on coupe le site, on devient 100% social, 100% vidéo. Ça a été un des gros mouvements. Qui a fait ce que Minute Buzz est devenu, parce qu'on avait quelques centaines de milliers de fans et on a fini à 18 millions d'abonnés. Et c'était pile le moment où c'est là l'alignement des planètes, un nouveau PDG de TF1 arrive, dit que le digital c'est sa top priorité, on commence à faire du buzz, on est partout, donc il commence à se rapprocher. Ça a été 4 mois de discussion. Au début, on n'avait pas du tout envie, parce que la télé, en fait, tu avais une image qui est un peu poussiéreuse, on va dire. Et en fait, on a discuté pendant 4 mois et au final, le deal s'est fait avec l'envie de faire quelque chose de beau et de croire à cette synergie hypothétique et qui est belle sur le papier qu'un grand groupe et une start-up peuvent cohabiter ensemble. On a cohabité ensemble 2 ans, la dernière année un peu moins. On va y revenir justement, mais je rebondis sur ce que tu viens de dire. Tu dis on faisait 10 millions de visiteurs par mois et on décide de tout couper pour se mettre 100% digital. Alors oui, le pari a payé, mais le pari est risqué. Et quand on est en plein dans cette prise de décision, c'est quoi les éléments qui rentrent dans l'équation? Parce qu'aujourd'hui, ceux qui nous écoutent, ce sont des entrepreneurs. Prendre des décisions, c'est notre quotidien. Ouais. Parfois, il faut oser prendre un risque pour être précurseur. Et tu as envie de miser sur une stratégie, mais tu ne sais pas vraiment si elle va payer. Comment vous prenez cette décision? C'est aussi un des sujets sur TimeLeft. On a pivoté 4 fois en 3 ans et on est reparti de zéro pendant 4 fois avant de trouver cette idée qui a marché au bout de 2 ans. Et c'est un truc sur lequel je discutais récemment, c'est la résilience de l'entrepreneur qui est une force, mais aussi une faiblesse. C'est qu'à un moment donné, il faut voir quand le trou dans lequel tu creuses, il est trop profond et mieux vaut sortir de ce trou que d'essayer de creuser encore. Et à l'époque de Minute Buzz, on était que, de mémoire, on devait être
entre 15 et 20, donc on était une petite boîte à taille humaine, j'avais full contrôle sur la boîte, donc c'est juste que j'avais une forte intuition qu'il y avait un changement qui était en train de se faire. Et peut-être, c'était le côté un peu on saute et on verra bien ce qui se passe, donc un peu, j'aurais pas dit immature, mais un peu irréfléchi comme mouvement. Mais j'avais envie de le faire et mon associé m'a suivi dans mon truc, mais on avait un actionnaire à l'époque qui nous a aussi suivis. Et on s'est dit, voilà, on a fait des tests, hein, on n'a pas supprimé le site du jour au lendemain. Mais on a commencé à faire des vidéos, on les mettait sur Facebook, puis on a vu qu'on faisait 200 000 vues sur une vidéo, puis 300 000 vues sur une vidéo, puis 400 000 vues. On s'est dit, mais quelque chose est en train de se passer. Et après, dans l'usage, on voyait aussi que notre trafic commençait à descendre, que même moi, j'allais plus forcément sur mon site comme j'y allais avant et que je préférais regarder des vidéos. Donc en fait, il y a un truc qui s'est fait et on était une petite boîte, donc c'était plus facile de pivoter, quoi, plus que quand tu es un grand groupe. Tu mets 7 ans à entreprendre, à faire différents projets, etc., avant de créer Minute Buzz. Pour qu'on en revienne avant la création d'un média qui est juste énorme, que beaucoup de gens connaissent, ils vont jusqu'où ces projets que tu crées les uns après les autres? Les 7 premières années, de 18 à 25 ans, c'est plein de trucs qui vont nulle part, hein. Enfin, j'organise des soirées, il y a des mois je gagnais de l'argent, des mois j'en gagnais pas. C'était une toute petite structure, c'était le baby entrepreneur, quoi. C'est juste, j'étais entrepreneur dans le sens où si tu dis qu'entrepreneur, c'est quand tu as une ERL ou une SARL, oui, j'étais entrepreneur. Okay. Mais ça a été vraiment une sorte de traversée euphorique et ensuite du désert, dans ce monde de la nuit, avec tous les aléas et tous les à côté que tout le monde connaît et que tout le monde imagine. Et durant 7 ans, tu fais plein de projets, etc. Ouais. C'est quoi le déclic qui fait que tu crées Minute Buzz? L'histoire vraie, c'est 2009. Putain, 2009. En 2009, je suis au fond du trou, il n'y a rien qui marche, j'ai quasiment plus d'argent, je commence à boire beaucoup, je me sens pas bien. Enfin, là, ma vie n'est pas au top, quoi. Je dirais pas que je touche le fond, mais je sens que je suis en train de m'engouffrer dans un truc. Et là, je me dis, OK, il faut que je sorte du monde de la nuit. Et je suis à Noël avec ma famille et ma tante est journaliste. Et on parle, et à un moment, je lui dis, mais tu sais quoi, j'aime pas la télé. C'est marrant parce que je me fais racheter par une télé, mais j'aime pas la télé, j'aime pas la presse parce que c'est que des mauvaises nouvelles. Alors franchement, tu regardes le JT, ça commence par c'est une mauvaise nouvelle, enfin tout le temps. Et je me suis dit, mais pourquoi il n'y a personne qui fait une sorte de média des bonnes nouvelles, un peu utopiste à l'époque. Et j'étais souvent sur YouTube, j'adorais trouver des vidéos, et donc je me suis dit, allez, je vais monter un petit blog que je vais appeler Minute Buzz et qui va faire la promotion des vidéos qui sont plutôt positives et cheerful. Et je me dis, bon, ça c'est bien, mais je vais pas gagner ma vie avec ça. Et je me dis, bon, allez, si j'ai ce truc-là, ça va m'animer, il est temps de sortir du monde de la nuit, je vais essayer de trouver un job. Et là, pile au moment, comme quoi encore, c'est aligné, une fille que je connaissais, qui travaille dans une agence de marketing, me dit, oui, on entend parler de Facebook, on ne sait pas ce que c'est. Donc là, les gens ils vont me dire, ouais, je suis un dinosaure, mais en 2009, les gens ils se demandaient, comment on fait pour créer une page Facebook? Je sais pas, est-ce que tu veux devenir consultant Facebook chez nous? Je signe un deal qui me fait travailler la journée, je rencontre une fille bien, je lance mon blog, il y a tout qui se mélange, et donc en fait, je réussis à sortir du monde de la nuit par cette porte-là. 2009, donc c'est début 2010, on lance le site en février 2010. Et justement, de cette phase 2009-2019, il se passe 10 ans. 2019, où tu vas recevoir un appel, on en parlera tout à l'heure, qui va chambouler beaucoup de choses dans ta vie. Ouais. Est-ce qu'à ce moment-là, tu te dis que 10 ans plus tard, tu vas pouvoir en arriver là, ou juste tu lances un projet et tu te dis oh, ça a l'air fun, c'est cool? La même chose, je pensais, on lance, ça a l'air fun. L'histoire que je disais là, il n'y a pas longtemps, c'est que Timeleft, on a eu 3 ans de traversée du désert, et un de mes investisseurs m'a dit, tu verras, à un moment donné, si ce que tu fais sens, tu verras que tout devient facile. Et je ne comprenais pas cette analogie. Et il disait, voilà, tu es dans un bateau quand tu commences à monter ta boîte et tu rames. Et tu as le vent de face et tout. Enfin, tout est compliqué, quoi. Il n'y a rien qui marche, tout le monde te fait chier, tu n'arrives pas à pitcher ton... Enfin, tu vois, c'est dur. Et à partir du moment où tu commences à créer quelque chose qui fait sens, c'est comme si le vent se mettait derrière toi et était porté. Et quand on a lancé Minute Buzz, tout était facile, en fait. Les gens aimaient le concept, il y avait le trafic, il augmentait tous les mois de manière naturelle. Et donc, au début, tu ne te dis pas que tu vas créer une boîte qui va avoir 100 salariés et qui va valoriser 10 millions. Non, tu te dis, ce projet-là, il est cool. Et au bout d'un moment, en fait, tu commences à dire, en fait, comme il y a du trafic, je vais monétiser. Comme je monétise, peut-être je peux travailler moins sur mon truc de freelance à côté et investir. Donc, non, ça s'est fait... je pensais vraiment pas que j'allais tenir 10 ans. Et là, avec Timeleft, ça fait bientôt 5 ans. Le temps passe vite, quoi. Complètement. Et comment on passe de créer un média, surtout pour l'époque, encore une fois, j'insiste, parce qu'aujourd'hui, c'est normal de créer une page, etc., à avoir 100 salariés, où vous lancez ça, vous êtes seul, tu fais des articles, tu republies des vidéos, tu crées en fait ta communauté tranquillement, gentiment avec les moyens dont tu disposes, et progressivement, il y a une montée à l'échelle. Est-ce que c'est l'intégration de TF1 qui vient accélérer le processus? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, le processus s'est fait un peu avant. On a fait les 3-4 premières années très compliquées. Il n'y a pas grand-chose qui marchait. On était toujours entre 7, 8 et 9 dans la boîte.
On a essayé les bannières, ça marchait pas. On a essayé de faire du brand content, c'était compliqué. En fait, c'est Facebook qui nous a aidés. Facebook, au début, envoyait énormément de trafic à l'époque sur les médias. Tu postais un article sur une page Facebook, il t'envoyait 15-20 000 clics, en fait. Donc, d'un coup, on s'est mis à avoir vraiment du trafic. Et quand les autres médias voyaient Facebook comme une peur, nous, on était là en train de trifouiller Facebook, en train de se demander comment on pouvait optimiser ça. Et d'un coup, on a commencé à faire vraiment du trafic. Je sais pas, sur 2 ans, on est peut-être passé de 100 000 visites à 2-3 millions de visites par mois. Et là, on s'est dit, bon, OK, maintenant, on va pouvoir monétiser. Donc, on a embauché un commercial qui s'est mis à vendre du brand content. Et on a levé des fonds en 2014, 1 million, première levée de fonds, qui a mis un peu de beurre dans les épinards. Et c'est 2016 où, en fait, on a fait le switch sur ce modèle de vidéo seulement dans les réseaux sociaux qui a complètement changé la donne. Et TF1 a accentué le truc parce que nous a donné énormément d'argent pour investir. On est passé de... on prenait des vidéos et on les rediffusait. On est devenu créateur de vidéos. On a 1600 mètres carrés de studio vidéo à Canal Saint-Martin. Donc oui, ça a donné le coup de boost, mais sur quelque chose qui faisait déjà sens à l'époque. Je pense pas qu'on aurait été aussi gros sans eux, mais on était déjà dans une trajectoire qui, tu vois, où il fallait juste mettre un peu de carburant, quoi. Je rebondis sur un propos que tu viens d'énoncer ici, c'est que avant vous preniez des vidéos existantes, vous les recycliez et puis vous les adaptez, vous les publiez. Du coup, tu as cette capacité à identifier ce qui a déjà fonctionné ou ce qui peut potentiellement fonctionner et tu le recycles. Ensuite, vous devez créer de A à Z, ou vous créez de A à Z le contenu, ou en tout cas une partie du contenu. Donc, ça nécessite de savoir exactement quel type de contenu on crée, comment on le crée pour que ça parte viral et qu'on puisse faire le buzz. Parce que juste faire de l'information, ça ne marche pas vraiment. Qu'est-ce que tu apprends dans cette phase-là par rapport à ce qui fonctionne? Les 3 trucs qu'on a appris dans cette phase-là, c'est qu'un, déjà, nous, on n'était pas sur de la news, on était sur de la vidéo drôle, donc virale. On était sur des trucs... on a fait une vidéo qui a fait 150 millions de vues. On est des trucs qui se partagent. Donc déjà, la croissance, elle est très vite. C'est un contenu que notre génération, à l'époque, les 18-25 ans, on adorait. Donc tu vois, on avait beaucoup de fans. Le deuxième qui a été super important, c'est que le fait de passer en 100% vidéo, on s'est rendu compte de 2 choses. Un, on a appris à qu'est-ce qu'une bonne vidéo. Donc en fait, on était les premiers à en faire. Donc c'est toujours la même chose, c'est que quand quelqu'un rejoint le game 1 an après toi, il va faire sa première vidéo. Toi, tu es à la 300 millième vidéo, donc tu as beaucoup plus d'expérience sur ce qui marche. Et le point déclencheur, quand même, qui nous a sauvés, c'est qu'au moment où Facebook a fait ce switch en disant « Ouais, la vidéo, c'est le plus important pour nous, faites de la vidéo ». Donc tout le monde a commencé à faire de la vidéo. Et là, on a vu des mecs qui se faisaient shutdown. On s'est dit « Voilà, il se passe un truc bizarre ». Et en fait, quand Facebook a ouvert les vannes, les gens ils commençaient à piquer des contenus sur Internet. Et ils prenaient une vidéo d'un mec sur YouTube, ils la mettaient sur leur page, ça faisait des millions de vues, ils gagnaient des millions de fans. Donc le mec sur YouTube, il n'était pas très content. Donc nous, on faisait ça aussi au début, on piquait des vidéos, on faisait des montages. Le côté droit d'auteur était très très flou à l'époque. Et là, Facebook commence à dire « Ah, si on continue à faire ça, la plateforme va être détestée, il faut changer ça ». Et on a vu 2-3 mecs qui se sont fait fermer leur page. Donc moi, je leur ai parlé, je fais « Pourquoi vous êtes fermé leur page ?» Problème de droit d'auteur. Je fais « Droit d'auteur, c'est-à-dire ?» Ah oui, c'est pas nous qui, ok. Et là, on a eu rumeur que Facebook allait lancer un système de protection des droits d'auteur dans la plateforme. Et là, on s'est dit, OK, en fait, on ne pourra plus juste prendre les vidéos et les rediffuser. Il va falloir être créateur. Et donc, avec l'argent de TF1, on s'est dit, OK, on a 6 mois pour devenir créateur de vidéos. Et donc, on a embauché des monteurs, on a embauché des réalisateurs, on a pris des studios, on a vraiment fait cette mutation vers de la création. Et au moment où Facebook a sorti ce truc-là, encore une fois, les médias ne voulaient pas aller sur Facebook, ils avaient peur d'eux, ils l'ont payé en 2018, parce que Facebook a arrêté d'envoyer du trafic. Et pareil, les médias de buzz comme nous qui piquaient, se sont dit maintenant tout va bien, ça va le faire. Et en fait, quand Facebook a serré les dents, la moitié du marché qui est mort. Et donc nous, on a dégraissé un peu, mais ensuite on a réussi à remonter. Donc à chaque fois, c'était identifié. Ce qui pour moi a fait la différence, c'est qu'on n'est pas chez nous en fait. On est chez Facebook. Tu vends des produits sur Amazon, tu es chez Amazon. Si Amazon décide qu'il faut changer quelque chose, tu es obligé de changer en fait. Et je trouve qu'il y a souvent des gens qui oublient ça, c'est que ou comme sur l'Apple Store, quand on soumet une app à l'Apple Store, on respecte leurs guidelines et tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux te plaindre et dire c'est pas juste et whatever. Si Apple décide de changer une guidelines et que tu la fais pas, tu n'as plus ton app sur l'App Store. Et donc, il ne faut pas oublier la dépendance aux plateformes. Complètement. Tu l'évoques, en 2016, TF1 arrive. 3 ans plus tard, à un moment donné, tu reçois un appel et TF1 te vire de ta propre boîte. Yes. Comment ça se passe? Comment tu te sens? Est-ce que tu l'avais senti venir? Sentir venir, non, pas du tout. On pensait même qu'on allait avoir une bonne nouvelle et que c'était pour ça qu'on était convoqués. Donc la douche froide, assez dingue. C'était le 15 octobre 2019. Ça tombe de nulle part. On est sous le choc. Et c'est assez rapide parce que comme on n'était pas salarié mais mandataire social, en gros un conseil d'administration et merci, au revoir. Donc on a appris la nouvelle mardi. On était sorti vendredi midi, donc 4 jours après.
pas le droit de faire un pot de départ, tu rends l'ordinateur, ils coupent tes mails et tout, donc c'était un peu à l'américaine. Et bah là, tu pars, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc tu prépares la contre-attaque, on se dit on va pas se laisser faire. Et là, tu rentres dans 3 mois très bizarres, très bizarres. Les 2 trucs qui ont été très bizarres, c'est bah, encaisser le fait que tu viens de réaliser que c'est plus ta boîte. Et en gros, quand tu vends une majorité de tes parts, bah, en fait, oui, tu peux rester CEO ou PDG de ta boîte, mais tu as un actionnaire qui est majoritaire et qui a un droit de vie et de mort sur toi. Et le deuxième, qui a été le plus dur, c'est qu'en fait, on est associé dans la société à ce qu'on fait dans la vie. Et tu sors 2-3 semaines après. Ah, ça va, qu'est-ce que tu fais? Bah, je fais rien en ce moment-là. Je me suis fait virer de ma boîte. Ah, t'es entrepreneur? Ah ouais. Et donc, t'as un nouveau projet? Non, j'ai pas de nouveau projet. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas. Et donc, je suis en train d'une phase, je dirais pas de dépression parce que le mot il est fort, mais de remise en question très forte, quoi. Et pour celles et ceux qui nous écoutent, qui peut-être, enfin, on peut se rendre compte, mais on a de la difficulté à se rendre compte tant qu'on l'a pas vécu. Ouais. Quand tu lèves ces fonds, quand tu as ces discussions avec eux, etc., est-ce que à ce moment-là, vous avez conscience que le fait de vendre peut-être autant de parts et de distribuer autant de droits de vote, ça peut arriver? Non, pas du tout. Pas du tout. On a, je pense, pas été très bien accompagné là-dessus. Et en vrai, c'était une sorte de deal pas dingue. TF1 voulait racheter complètement la chose. Et nous, on s'est dit, bah, si vous nous rachetez une partie, le but, c'est que vous rachetiez tout. Donc, on a fait une sorte de montage qui n'était pas bon sur le papier, qui était beaucoup trop, tiens, un peu maintenant et beaucoup d'eux, tu l'auras. Tu vois. Le learning que je donne aux jeunes qui nous écoutent, c'est quand vous faites une deal, une vente de votre boîte, prenez tout ce que vous pouvez là maintenant, ça c'est sûr, vous l'aurez. Tout ce qui est après, c'est hypothétique. Et le marché a changé, les priorités de TF1 ont changé, ce qui avait été promis n'a pas forcément été délivré. Et c'est parti en couille, quoi. Et justement, tu dis c'est parti en couille. Qu'est-ce qui se passe ensuite? 3 mois de négo pour essayer de clôturer l'affaire, ce qui se passe. Et moi, pendant ces 3 mois, je raconte cette anecdote, et d'ailleurs, je vais le revoir, Raphaël, qui a été un élément déclencheur dans mon changement de vie. Donc, je me dirais, le lendemain, lundi, je suis chez moi, j'ouvre mon ordinateur, j'ai rien à faire. Donc là, tu te demandes, OK, comment j'ai occupé mes journées? Je vais sur LinkedIn, je reçois un message d'un mec qui s'appelle Raphaël, qui me dit, je sais pas comment il a su, j'ai ouï dire que tu avais du temps en ce moment, viens, on déjeune ensemble. Et moi, je me revois, me dire, mais c'est qui ce mec-là? Il va rien m'apporter, vas-y, j'ai pas le temps, quoi, tu vois. Là, je suis sur mon ordi. Et là, je me dis, bah, en fait, j'ai le temps, j'ai rien à faire, quoi. Donc, je reviens sur le profil, je dis, vas-y, c'est quoi, viens, on déjeune ensemble. On déjeune ensemble, super sympa. Et là, je me rends compte que j'étais trop enfermé dans ma bulle de revoir que des CEO, des directeurs d'agence. J'étais vraiment dans un mindset où mon temps, il est optimisé à mort, etc. Et il m'a dit, mais tu devrais rencontrer des gens normaux, quoi, fais des gens de tous les jours. Je suis allé, ok, je le prends au mot, je fais une vidéo, je fais les 100 premières personnes qui vont me demander de prendre un café. Je vous connais pas, c'est pas grave, je ferai 100 cafés avec vous. Et donc pendant 3 mois, j'ai fait 100 cafés. Et ça m'a vraiment aidé à aller vers l'étape d'après, qui est de me dire, mais en fait, Max, t'es comme tous ces gens que tu rencontres, un peu perdus, qui ont oublié de rêver, qui se demandent qu'est-ce qu'ils vont faire de leur vie. Et toi, Max, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et là, je pense que l'algo, il est bien fait, où je me souviens plus ce que je cherchais. Je tombe sur une vidéo de 4 Américains qui ont fait ça il y a 10 ans. Ils ne savaient pas aussi ce qu'ils voulaient faire de leur vie. Et ils ont décidé de acter quelque chose. Et ils ont pris un van, ils ont écrit 100 rêves autour du van. Et ils ont traversé les États-Unis pour faire leurs 100 rêves. C'était un truc qui devait durer 2 mois, ça a duré 6 ans. Ils ont fait du basketball avec Barack Obama. Ils ont une émission de télé sur MTV. Proportion gardée, j'ai fait la même chose. La veille de Noël, en 2019, je fais une liste de 100 rêves. La veille de Noël, on signe un accord avec TF1. Je passe Noël avec mes parents. Et le lendemain de Noël, je prends mon premier rêve, voyager tout seul et partir en Australie. Et donc, j'ai pris un ticket, je suis parti en Australie. Donc, tu as fait les 100 rêves, les uns après les 80 autres? rêves en 2 ans, les uns après les autres. Parmi ceux-ci, c'est quoi les plus fous? J'aime beaucoup les défis physiques, donc j'ai fait le Mont Blanc, j'ai fait une course de 5 km, j'ai fait un Ironman, un combat de boxe, j'ai fait 1 million de sauts à la corde à sauter en 1 an, j'ai passé 4 jours dans la jungle au Mexique sans boire, sans manger, j'ai fait 10 jours en silence de méditation sans parler à personne, j'ai lu 200 bouquins, j'ai appris l'espagnol, j'ai fait un tattoo, l'acro-yoga, j'ai fait le handstand, j'ai fait quoi? J'ai fait Paris-Deauville en vélo, j'ai fait le tour de la Nouvelle-Zélande en vélo tout seul. J'ai trouvé l'amour, j'ai relancé ma boîte, j'ai lancé mon blog. Voilà. Et dans tous ces rêves, qu'est-ce que ça t'a apporté? À quel point ça t'a nourri? Et peut-être, qu'est-ce que tu as appris sur toi? Je trouve que c'est, à posteriori maintenant, je pense que c'est le plus beau outil de développement personnel qui existe. J'ai été obsédé pendant longtemps dans le développement personnel, j'ai lu tous les bouquins, j'ai fait tous les trucs. Tu vois, pendant 1 an, je me suis réveillé à 5h55 du matin, j'ai fait toutes les morning routines, etc. Mettre sur papier sa liste de rêves et en réaliser quelques-uns, c'est un outil de développement personnel incroyable.
Alors évidemment, j'avais pas forcément beaucoup voyagé, donc dans la liste de rêves, j'ai vécu 6 mois au Mexique, 6 mois en Australie, donc le voyage aide à changer ta personnalité, c'est sûr. Mais réaliser des défis fous ou te rendre compte aussi que c'est possible de faire des choses en fait. J'ai une méthode et en fait tu commences par les petits rêves, ensuite tu commences par les gros rêves, mais je sais pas, ça te montre qu'il y a un autre monde qui est possible que celui dans lequel tu crois. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui a oublié de rêver, a arrêté de rêver? Que tu vas mourir. C'est le concept de time left. La première idée de time left, c'est What do you want to do with the time you get left? Et c'est d'ailleurs mon tatouage qui, chaque jour, je mets un point. Chaque année, pardon, je mets un point. Et donc, ça montre le temps qui passe. À 50 ans, ça redescend sur l'autre bras. Et donc, je suis déjà à 40, tu vois. Et 40, statistiquement, c'est la moitié de ma vie. Et en fait, il y a des choses que les gens oublient. Alors, on ne parle pas de la mort dans notre société, c'est assez tabou. Où on parle pas, on nous dit jamais que nos parents vont mourir. Mon père a fait un grave accident du cerveau il y a 4 ans. Il était dans le coma, j'ai cru que j'allais le perdre. Et je me suis rendu compte, mais un jour, je vais perdre mon père. C'est un truc qu'on ne peut pas en parler, tu vois, la mort. Mais en vrai, on va tous mourir. On n'a que 1000 mois sur Terre à vivre. Et en plus, les 20 dernières années de ta vie, bah, ce n'est pas forcément les plus folichonnes pour plein de raisons. Et donc la question, c'est tu vas mourir, tu vas sûrement mourir plus vite que tu le penses, et il y a des rêves qui vont juste être sur ton lit de mort et qui vont te regarder et ils vont faire « mais pourquoi tu ne nous as pas pris en fait ?» Tu peux, je donne l'exemple physique parce que c'est le plus parlant. Tu veux escalader le Mont Blanc, c'est ton rêve d'être en haut du Mont Blanc, d'accord? Tu peux le faire à 30 ans, à 40. À 50, tu peux. À 55, 60 ans, ça commence à devenir vachement plus challenging. Et au bout d'un moment, c'est plus possible. Et il y a plein d'autres choses que tu peux pas faire parce qu'en fait, le temps c'est une ressource limitée. Et donc, attendre 5 ou 10 ans pour faire quelque chose, tu peux le faire quand tu as 20 ans, 30 ans, mais au bout d'un moment, tu n'as plus le temps pour faire tes choses. Et donc, la vraie question, c'est, aie conscient que tu vas mourir et qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire avec le temps qui te reste, en fait? Tu pourras pas tout faire, donc choisis bien, mais assure-toi que ça passe. Là, on est quoi? On est en mai. Le Covid, ça semble il y a 10 ans, Covid, ça y est, c'est loin. J'ai 40 ans. J'ai fait mon tatouage, j'avais 36. J'ai déjà mis 4 points. J'ai l'impression que c'était hier. Et en fait, non, j'ai 4 ans qui viennent de passer. Et donc, c'est ces petits trucs que je dirais aux gens. Écrivez une liste de 10 rêves. Vous pouvez me le faire en couple. Je l'ai fait avec ma copine, c'est incroyable. Tu fais des rêves communs aussi, des rêves pour toi, des rêves en couple. Qu'est-ce que vous voulez faire? C'est aussi des bons exercices de savoir si tu vas aller dans les mêmes directions. Justement, il y a un moment donné, tu dis un de mes rêves, c'était créer ma boîte. Ouais. Et pour autant, en 2019, lorsque tu vas faire ça, alors c'est aussi pour peut-être recréer une dynamique, te stimuler. De recréer une boîte, c'était un de mes... Ouais. Exactement, mais cette liste des 100 rêves, on dit souvent que l'humain a horreur du vide, par définition. Donc, tu avais envie aussi de challenger, de recréer une certaine dynamique. À quel moment tu retrouves l'envie, l'énergie, le courage, si j'ose dire, de créer une boîte? Parce qu'après l'expérience que tu as vécue avec Minute Buzz, TF1, le fait que tu es viré de ta propre boîte, c'est une situation qui est quand même extrêmement difficile à vivre, injuste également. Beaucoup d'entrepreneurs peut-être ne se seraient jamais relevés de cette situation. Pour autant, toi, ce travail personnel que tu fais sur toi, ce rêve que tu écris sur papier, fait qu'à un moment donné, tu retrouves l'envie, la motivation, le courage et aussi l'idée qui te stimule. C'est quoi le déclic? C'est plein de facteurs. Le premier, c'est que l'argent qu'on a gagné avec cette histoire de Minute Buzz ne m'a pas mis à l'abri du besoin jusqu'à la fin de ma vie. Donc à un moment, il faut se remettre à bosser. Avec mon associé, on a eu 2 façons d'aborder la chose complètement différentes. Elle n'a pas remonté de boîte depuis. Moi, c'était une obsession parce que je me suis dit, mais je suis identifié par ce que je fais et je dois avoir quelque chose à faire. Et donc, tout de suite, donc au début, c'est les mauvaises idées. Hein. Tu veux recréer un média, parce que tu dis, c'est ce que je sais faire, donc vas-y, on recrée un média. Et en décembre, quand j'ai fait ma liste de rêves et que j'en ai parlé aux gens, les gens étaient tellement inspirés par cet exercice que j'ai commencé à drafter la première idée de Time Left. J'ai dit peut-être une plateforme où les gens ils peuvent partager leurs rêves, ça peut être sympa. Donc j'avais ce truc-là en tête. Après, je me donne 1 an off. Je pars, Covid arrive, 2020. Donc moi, plus belle année de ma life. Je voyage, j'évite les Covid, je surfe. Enfin, c'est vraiment la belle vie. Et là, je vois que mes amis sont déprimés, enfermés chez eux pendant qu'ils faisaient des lockdowns et que moi, j'en faisais pas. Et c'est là où je me suis dit, bon, on va peut-être créer un truc qui va de les aider à arriver. Et donc, en fait, c'est arrivé. Je suis sorti en octobre de Minute Buzz. En décembre, je commence à avoir cette idée et je lance le MVP avec Adrien en avril. Ah ouais, c'est hyper rapide. Hyper rapide. Après, c'est une sorte de MVP en avril. Adrien, c'est mon ancien head of marketing de mon ancienne boîte. Je lui dis, si je monte une boîte, tu seras le premier au courant. Lui, il continue à bosser chez Minute Buzz. Moi, j'étais là, on lance le petit truc, ça vivote. Tu vois, et c'est 2020, moi, j'ai envie quand même de kiffer un peu. Et en septembre 2020, je lui dis, écoute, vas-y, viens, on monte une boîte ensemble, poste ADM, rejoins-moi, let's go, quoi. Et on monte ça. Et en 2021, sortie Covid, le marché financier est super chaud patate. Dynamique. Tout le monde nous dit, il faut lever des sous. Donc, je dis, bah écoutez, on a plein de rêves, on avait 5 ou 6 000 rêves, mais il n'y a rien qui marchait. Enfin, il n'y a pas d'engagement, quoi. Il y avait juste les gens, ils mettaient leurs rêves, tu vois. Et on se dit, bah peut-être que
si on sait de quoi, de quoi rêvent les gens, peut-être qu'on peut les matcher ensemble. Et donc, c'était une sorte d'app de rencontre humaine. Et tu swipes des rêves. Et dès que tu as un rêve similaire à quelqu'un, tu as un match. Il y a un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est les pivots. Il y a eu Ouais. plusieurs pivots avec Ouais, TimeLeft. Est-ce que tu peux nous les expliquer, nous les décrire peut-être étape par étape parce que c'est un vrai enjeu stratégique de l'entrepreneur. Pour autant, parfois, on n'ose pas, on ne s'en rend pas compte. L'entrepreneur est souvent seul. Donc peut-être que toi aussi, c'est cette lucidité que tu as eue avec Adrien et peut-être aussi d'autres personnes autour de toi qui ont fait que tu t'es dit, bah, c'est évident, il faut qu'on pivote. Comment vous les avez vécus et pourquoi ceci spécifiquement? Ouais, super question. Et c'est vraiment un truc qui a été flagrant chez TimeLeft, c'est qu'on pendant 3 ans, on n'a pas gagné 1 euro. Ça a été très dur. Donc, première idée, le MVP, on se dit, on va créer une plateforme où les gens pourront mettre leurs rêves. Et quand tu mets ton rêve, d'autres gens peuvent dire, ah, moi, je veux le faire aussi. Donc, tu cliquais sur escalader le Mont Blanc et tu voyais tous les gens qui voulaient escalader le Mont Blanc. On se dit, bon, on va pas aller loin avec ça. En 2021, on lève des sous, on lève 2 millions d'euros en se disant, bah, on va lever des sous avec cette idée de créer une app où tu vas swiper des rêves et on va matcher les gens qui ont les mêmes rêves. Donc post-Covid, tout le monde est super pump par l'idée. On va aux US, énorme fail. Pas la bonne équipe technique, pas la bonne exécution, personne ne nous attendait, tout coûte cher. On fait 1 mois à Los Angeles, 3 mois à Austin, on revient en France, une main devant, une main derrière, il n'y a rien qui marche. Je dis, bon, ok. Là, on se dit, bon, il faut pivoter parce qu'on a tout de suite vu qu'il n'y avait pas d'engagement dans l'app, donc ça ne servait à rien de forcer. Les gens, quand tu les mettais en match sur le même rêve, bah, ils n'avaient rien à se dire. Mais on se dit, bon, il y a quand même un petit truc, on va essayer de tourner le truc. On tourne le truc, on se dit, bah, si les rêves, c'est trop grand, on va essayer de connecter les gens avec des trucs à faire. Au lieu de swiper des rêves un peu waouh, tu vas swiper des trucs à faire à Lisbonne. Donc, tester le nouveau coffee shop, faire du rock climbing, peu importe. Et tu choisis un inconnu, un homme ou une femme, et tu lui envoies, donc, salut, je te connais pas, viens, on va faire ça ensemble. Et là, deuxième learning, on se rend compte que quand tu mets un homme et une femme ensemble, bah forcément, l'homme, il va essayer de draguer la meuf, quoi qu'il arrive, quoi que ce soit l'expérience. Et de notre côté, c'était assez flippant, et je pense que c'est le problème des apps de dating, c'est qu'on voyait que l'homme, il prenait une expérience, la même, il l'envoyait à 200 meufs, mais dans la minute. Il faisait tac, 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 tac. C'était vraiment, peu importe, quoi. Ce qu'il voulait, le mec, c'était OK, une nana qui dise oui, quoi. Et de l'autre côté, les femmes, elles prenaient une expérience pour le mec. Donc, elle prenait l'expérience, elle dit, alors, quel mec je vais faire ça? Donc, elle envoyait l'expérience au mec. Ensuite, elle allait voir un autre mec. Ah, alors lui, je vais peut-être faire un autre truc complètement différent de la façon d'utiliser. Mais moi, je déteste les apps de dating. Et les femmes me disent, ouais, en fait, c'est nul, TimeLeft, c'est une app de dating déguisée, quoi. Bon, ok, deuxième learning. Comment on peut casser ça? Bon, au lieu de faire des one-one, on va faire des groupes. On va faire des groupes d'inconnus qui se rencontrent ensemble, tu vois. Au moins, il y a moins le côté dating. On commence à faire ça et on se dit, bah voilà, choisissez une activité et on va essayer de trouver des gens qui veulent faire la même activité que toi. Et on lance le truc, et puis putain, c'est dur. Tu vois, je reprends mon image de Le Vent de Fer. Il n'y a rien qui marche, c'est dur. C'est très dur de trouver des gens qui veulent faire la même chose au même moment. Enfin, c'est galère. Et là, je dis, bon, il reste quasiment plus de cash. Ça fait 3 ans, on est fatigué de ouf avec mon associé. On dit, vas-y, on tente une dernière fois. Par contre, là, on fait comme on a envie de faire. Franchement, pas d'actionnaire dans la discussion. On va faire ce qu'on a envie de faire. Et on va mettre 3 contraintes. La première, c'est faut qu'on gagne de l'argent. Franchement, j'en peux plus. 3 ans sans gagner 1 euro. J'ai l'impression que je ne suis pas un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, c'est quand même un mec qui sait faire de l'argent, enfin plus d'argent qu'il en gagne même. Donc il faut que ça gagne de l'argent. Il faut absolument qu'on sache tout gérer tout seul. Pas de dev, pas de tech. Juste toi et moi, Adrien, les yeux dans les yeux, avec nos compétences, il faut qu'on fasse un truc. Et le troisième, je dis, il faut que ça soit un truc que tout le monde sache faire, un truc super simple. Et on arrive avec cette idée de mettre des groupes d'inconnus dans des restaurants où ils payent 5 euros pour participer au dîner et ils ne sauront pas ce qui se passe, quoi. On a commencé ça il y a 2 ans à Lisbonne, puis après on est allé à Paris. Et 6 mois après, donc 1er janvier de l'année dernière, il y a à peine 1 an et demi, on s'est dit, bon, bah, on gagne pas assez d'argent. Donc, on gagne un peu d'argent, mais on gagnait 20 000 euros par mois à l'époque. On a fait 20 000 euros, je crois, en décembre. En janvier de l'année dernière, on a fait 80 000 euros. En décembre, on fait 30 000 euros de chiffre d'affaires. Puis, bah, en fait, là, 30 000 euros avec les ads, les coûts des salaires, on va pas mourir vite. On va juste, je crois qu'on avait 6 mois de cash à cette époque. Je lui ai dit, Adrien, on va tester de lancer ça à Barcelone. Et puis même si on n'est pas... Parce qu'avant, on allait dans les restaurants. On avait tellement peur que les gens ne trouvent pas les 2 tables. On allait dans les restaurants, j'allais voir les restaurateurs. Je mettais des trucs sur les tables. On imprimait des cartes. C'était ultra manuel. Et puis au début, on avait, je sais pas, 20 restaurants à Lisbonne. Donc moi, j'étais avec les scooters électriques, tu sais, les petits trucs. J'avais mes cartes dans le sac et j'allais voir les mecs et tout, tu vois. Pas très scalable, du coup. Pas du tout. Pas du tout. Et là, je me dis, bon, bah, on va mourir. Et je dis, bah, si on va mourir, tant pis, fuck it, tu vois. Et donc, j'ai dit, fais des as à Barcelone. Et puis là, on voit que ça marche bien à Barcelone, 30-40 personnes. Je dis, bah, vas-y, je boucle les restaurants. Et à l'époque, le customer support, il était géré par mon WhatsApp. J'avais un WhatsApp. Et donc, je regarde, je suis là le soir même et tout, je suis sur le kiwi, il se passe rien, tu vois. J'appelle le restaurant, et ce restaurant-là, il va changer la donne. J'appelle, je dis, ouais, ils ont trouvé table 1, table 2, sans les trucs que je pose sur les tables. Le mec, mais, bah ouais, ils sont pas cons. Je leur dis table 1, il s'assoit, je leur dis table 2, il s'assoit. Putain, on n'a pas besoin d'être dans les restaurants? Incroyable.
Adrien, fais des ads à Madrid. Boum, 50 tickets. OK. Fais des ads à Londres. Boum, 200 tickets vendus en l'espace d'une semaine. OK, intéressant. Le site était déjà en portugais parce qu'on était à Lisbonne. J'ai dit, vas-y, teste Sao Paulo pour voir. 200 tickets vendus en une semaine. Je fais, putain, il se passe un truc là. Et là, mon gars, après, c'était sky is the limit. Les gens vont dire, ouais, franchement, si tu n'ouvres pas les États-Unis, c'est mort. Ah ouais, OK, vas-y, fais des ads à New York. Boum, 400 tickets vendus. Je fais, OK. Et là, on a ensuite ouvert une ville tous les jours. On est passé de 2 villes à 325 villes en un an. 50 pays. Après, on est redescendu à 250 villes maintenant. Mais pour donner un ordre d'idée, on est mardi. Demain, on a 30 000 inconnus qui vont dîner ensemble dans 2500 restaurants à travers le monde. Waouh. Incroyable. Donc, ce scale, cet hyperscale, il est possible grâce à un déclic, une prise de conscience, celle que tu as en appelant ce restaurateur et tu te dis, attends, il n'y a pas besoin que je sois là présent. Est-ce que cette vision globale et ce développement global que vous avez aujourd'hui s'est accompagné de nouveaux challenges que vous n'aviez pas forcément anticipés? Naturellement, j'imagine que oui. C'est la vie de l'entrepreneur, c'est les montagnes russes. Mais lesquelles et comment vous y avez fait face? Le premier, ça a été de... Moi, j'avais jamais fait d'international. J'avais une boîte franco-française avec tout le monde au bureau. Et donc là, d'un coup, tu commences à embaucher quelqu'un en remote à Londres, quelqu'un en remote à Sao Paulo, quelqu'un à New York. Et donc, ça, c'était assez challenging. Après, ce qui a été quand même incroyable, c'est qu'on vit une époque de ouf. On a, par exemple, Deal.com te permet d'embaucher des gens partout. Donc, ce qu'on a fait là, ça aurait été impossible il y a 10 ans. Là, maintenant, on a des technologies qui te permettent quand même de faire ça. Tu peux faire des job ads sur LinkedIn à New York et avoir des profils qui se présentent à ta porte. Donc ça a été assez challenging, mais quand même, on a réussi à faire ce truc-là. Non, ce qui a été le plus challenging, ça a été de suivre le scale, en fait, et de te dire, de créer, en même temps que tu grossis, de créer un système efficient. Au début, on avait une personne qui gérait une ville. Et donc, on a commencé à scale. Après, on s'est dit, bon, attends, si j'ai une personne par ville, ça ne va pas le faire. On a 50 villes, je ne peux pas avoir 50 personnes. Donc, on a créé notre propre système de restaurant management system, notre propre système de management des restaurants. Parce qu'en fait, on travaille avec les restaurants. On a travaillé avec plus de 15 000 restaurants. Et donc, on a créé ce truc-là. On s'est dit, OK, maintenant, une personne peut gérer pas une ville, mais un pays entier. Cool. Maintenant, une personne peut gérer plusieurs pays. Donc, il fallait devenir efficient alors que la croissance vraiment faisait... on prenait 1 million d'ARR par mois, quoi. Donc, c'était vraiment... ça scalait très, très fort. Et on a eu énormément de presse. Et donc là, je me suis dit, on a un momentum. Il faut qu'on prenne la place le plus vite possible. Et donc, il ne faut surtout pas qu'on ralentisse, quoi. Donc, on a lancé dans tellement de pays que comme on était les premiers à lancer le concept, ça, c'est aussi un conseil que je donne, c'est il y a un vrai effet au premier mover. C'est-à-dire quand tu es le premier à faire quelque chose dans un pays, tu prends la presse, tu prends l'exposition, les gens entendent parler de toi, tu prends les early adopters. Donc, il y a vraiment un vrai gain à être le premier partout. Et donc 2024, l'année dernière, fallait qu'on soit le premier partout. Donc on a ouvert 325 000. Ouais. Pour que les gens comprennent bien ce qu'est TimeLeft aujourd'hui, est-ce que tu peux l'expliquer simplement en 1 ou 2 phrases? Ouais. Dans un monde qui est en train de s'engouffrer dans la solitude et l'isolement social par lui-même, nous, on veut créer un truc très simple pour faire des rencontres in real life. Donc c'est un truc très simple. Tu vas sur TimeLeft, tu fais un test de personnalité. Quand tu es prêt, tu cliques sur un bouton, mercredi prochain, ou mardi ou jeudi, parce que maintenant on a 2 jours, disons mercredi prochain. Mercredi prochain, le matin, tu découvres l'adresse d'un restaurant. Tu as juste à te pointer et tu auras 5 personnes en face de toi qui sont là pour faire connaissance avec toi. Pas du dating, tu sais pas qui y aura, on te demande pas ce que tu veux, c'est juste 5 personnes qui ont envie de passer un bon moment avec toi. Il y a des célibataires, il y a des gens en couple, peu importe, mais on a un algo qui, basé sur tes tests de personnalité et toutes les datas qu'on a, maximise les chances que tu t'entendes bien avec eux. Donc ça, c'est le concept. Le business model est très simple. Les gens peuvent payer 15 € s'ils veulent participer au dîner, ou 20 € s'ils veulent s'abonner. 80% des gens maintenant s'abonnent. Et quand tu t'abonnes, tu peux participer autant de fois que tu veux dans le mois. Donc au début, c'était tous les mercredis. Mais maintenant, le mardi, c'est les dîners entre femmes. Le mercredi, dîner entre inconnus. Là, on lance dans 2 semaines les verres entre inconnus, donc dans des bars. Et le vendredi, on ouvre aussi maintenant les dîners entre inconnus. Donc tu peux avoir plus de choses à faire. Et cela n'inclut pas le dîner. Donc 15 €, 20 €, c'est vraiment c'est pour participer au service. Et après, nous, les gens vont dans le restaurant et ils partagent leur addition ou ils payent ce qu'ils ont. Voilà, de manière... Et j'imagine que, tu dis, il y a 15 000 restaurants partenaires, donc il y a différents types de restaurants pour tous les goûts, pour tous les budgets, un petit peu partout. Comment vous sélectionnez les différents partenaires avec lesquels vous travaillez? L'expérience TimeLeft, c'est toujours une table de 6 et c'est 1, 2, 3 tables maximum par restaurant. Donc par exemple, le mercredi soir, à Paris, on a 1500 personnes qui dînent ensemble dans 100 restaurants. Donc on a des restaurants à rive droite, rive gauche, ici, Limoulino, j'allais dire Montorgueil, non, c'est... en banlieue, bon anyway, donc vous avez compris. Et à la fin de ces dîners, les gens se retrouvent pour un dernier verre. Donc on a des bars qui sont partenaires avec on envoie tout le monde. Et les restaurants, c'est des restaurants donc qu'on a
sélectionner nous. En fait, on fait le booking, on fait la sélection, on fait l'identification, qui sont des restaurants, ce que nous on appelle les bons restaurants pour Timeless, c'est-à-dire pas trop cher, avec des assiettes plutôt à partager, pas des trucs trop spécifiques. Donc on n'envoie pas les gens dans des sushis ou des trucs où en fait tu as une chance sur deux que la personne elle aime bien. Et avec l'évolution du service, on a aussi rajouté énormément de features. Donc maintenant tu peux choisir ta langue, tu peux choisir ton quartier, tu peux choisir le budget de ton restaurant, tu peux aussi dire si tu as des intolérances alimentaires, etc. Donc maintenant qu'on a un système très efficient, on est capable de vraiment t'envoyer dans un restaurant qui va te plaire. C'est quoi les plus gros enjeux de développement de Timeleft? Est-ce que c'est du market? Est-ce que c'est de la tech? Est-ce que c'est un algo? Est-ce que c'est le côté B2B, les partenariats stratégiques avec des restaurants pour répondre à la demande? Parce que finalement, vous fonctionnez comme une marketplace, où d'un côté, tu dois avoir des customers, des users, et puis de l'autre côté, il y a des partenaires, les restaurants. C'est quoi les plus gros enjeux stratégiques auxquels vous faites face? Là, aujourd'hui, l'enjeu, c'est de créer plus d'expériences dans l'app que les gens auront envie de réutiliser par eux-mêmes. Moi, j'ai fait 65 dîners incognito. J'ai rencontré 400 personnes. Alors, à la fin du dîner, je dis qui je suis. Mais si je le dis au début, les gens, ça change la donne du dîner. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est deux trucs. C'est que, les gens, ils n'ont pas envie de rencontrer des inconnus. Les gens, ils ont envie de rencontrer des inconnus dans l'espoir qu'un de ces inconnus sera une copine, un copain, whatever. En fait, ce qu'on veut, c'est pas avoir des inconnus dans notre vie. On veut avoir des gens qu'on aime bien. Et donc, on va vers les inconnus dans le but d'extraire quelqu'un et d'essayer de revoir cette personne. Et le learning qui est super important pour moi, c'est que c'est pas en un dîner que tu deviens pote avec quelqu'un, c'est pas en un dîner que tu deviens amoureux avec quelqu'un, il faut plus qu'un dîner. Et à la fin des dîners, donc nous, quand tu fais le dîner, tu peux dire qui t'aime bien, et si c'est réciproque, ça crée un chat dans l'app. La majorité des gens, premier message, c'est viens, on se parle sur WhatsApp. Moi, ça me va, il n'y a pas de problème. Mais moi, pour avoir vécu ça, en fait, c'est très dur de se revoir. Ça peut paraître bizarre, mais c'est très dur. Pourquoi ? Quand tu t'es vu dans un setup de groupe, t'as quand même, tu sais, on se voit tous les deux dans un truc de groupe, on est deux mecs. Est-ce qu'on va se refaire une bière tous les deux en tête à tête ? Je sais pas. En revanche, ça me ferait plaisir de te voir, mais il faut une excuse. Et en fait, on n'a pas d'excuse. Pareil, la relation homme-femme est assez ambiguë. Moi, j'ai une copine. Si je trouve une fille qui est très sympa et que j'aimerais bien la revoir pour être pote, qu'est-ce que je dis à ma meuf ? Je vais faire tu vois, un verre avec cette fille demain, c'est un peu bizarre. Et donc, les gens, ils manquent d'excuses pour pouvoir se revoir. Et on s'est dit, OK. Et donc, on a sorti il y a 3 mois une feature qui s'appelle Timeleft Repeat, qui te permet déjà de réinviter les gens avec qui tu as déjà matché. Tu refais un dîner Timeleft, et tu peux soleiller les mecs avec qui tu as matché, et tu dis, est-ce que tu veux être avec moi à la prochaine table ? C'est un énorme carton, les gens, ils adorent cette feature. Et à un moment donné, les gens ils se disent, bon, en fait, c'est bien les dîners, mais on a besoin de plus que faire des dîners, on veut autre chose. Et donc là, c'est pour ça qu'on a lancé des nouveaux formats, donc les dîners entre femmes, énorme carton. Les femmes, elles adorent ça, le mardi, elles se rejoignent entre elles. Et là, on va lancer les verres. Je pense qu'on va faire le running à un moment. L'idée, c'est que Timeleft, ça ne devienne pas un truc où tu fais un one-off, une fois une expérience. C'est vraiment un investissement dans ta vie sociale où à tout moment, quelle que soit la journée où que tu es, tu peux faire une expérience sociale avec des gens. Et l'expérience chez nous, ce n'est pas un truc comme Fever où tu fais Candle Night pour faire un truc waouh. Nous, l'expérience, c'est juste un moment pour que des gens se retrouvent autour de toi et qu'à la fin, tu finisses connecté avec eux. J'en parlais tout à l'heure avec une membre de l'équipe, justement, qui me disait que c'est presque déroutant le test de personnalité. Et puis, elle a fait justement plusieurs expériences Timeleft, dont une où elles étaient, donc il y avait 5 filles, elles étaient 6. Elles sont toutes devenues copines, elles sont restées en contact. Et c'est dingue, justement, ce truc où vous arrivez à matcher des gens qui peuvent fonctionner les uns avec les autres, qui ont plus ou moins les mêmes centres d'intérêt. Il y a combien de questions? Comment l'algorithme fonctionne? Comment ça marche? Ouais, alors il y a 45 questions. Et bizarrement, les gens adorent répondre autant de questions. Ouais. Il y a une sorte de jeu qui se fait dans l'onboarding. Et l'algorithme, il maximise les chances de succès. Donc on a plein de critères. On a assis plus d'1 demi-million de personnes maintenant. Et à la fin, on sait si les gens sont compatibles. Donc il y a des trucs qui sont très importants. 6, c'est le chiffre parfait. Il faut une bonne mix entre les femmes et les hommes. Tu vois, si tu mets 5 femmes et un homme, l'homme, il va pas trop kiffer le dîner. Pareil, si tu mets une femme et 5 hommes, c'est pas possible. Donc, l'algorithme protège ce genre de choses. 10 ans d'écart. On pense que c'est génial, les dîners intergénérationnels, mais en vrai, statistiquement, si la personne, elle a 50, toi, t'en as 20, bon, t'as quand même moins de sujets en commun. Donc, il y a des trucs qui sont importants. Après, il y a 2 learnings, et je l'ai partagé dans ma newsletter à mes actionnaires la semaine dernière. Il y a 2 learnings que j'ai appris en 2 ans. Le premier, c'est qu'on a beaucoup plus en commun qu'on le pense avec les gens. Alors, toute proportion gardée. Les gens qui font des Timeleft, c'est des gens qui ont un iPhone, qui peuvent payer 20 €, qui vont dans un restaurant à 45 € et qui habitent à Paris. Donc, bon, c'est pas, tu vois, on est quand même dans un cluster, mais tu mets des gens ensemble qui ne se connaissent pas. Si les gens font l'effort, au bout de 2 heures, ils vont forcément trouver des points communs. Et pas est-ce que tu es extraverte ou intraverte. On a beaucoup plus en commun qu'on le pense avec les inconnus autour de nous. On pense qu'on est extrêmement éloignés des uns des autres. Lui, cette personne-là, c'est sûr, je ne vais jamais bien m'entendre avec elle. J'ai fait 65 dîners. 65 dîners, j'ai eu 65 fois une fausse mauvaise première impression. Et donc, la magie de Timeleft, c'est qu'on
on dit qu'il y a un algo, et il y a un algo, c'est vrai, il y a un algo, mais les gens, ils survendent cette histoire d'algo, et ils se disent, OK, bon, on a forcément un truc en commun. Et ils creusent. Mais c'est sûr qu'on va trouver un commun. C'est sûr. Et donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qui a été flagrant pour moi, et on parle de la solitude et du fait qu'on est en train de s'isoler par nous-mêmes dans les téléphones, etc. C'est pas qu'on a perdu notre capacité à être sociable, pardon. Tu mets des inconnus ensemble, les 30 premières minutes, c'est un peu stress, etc. Mais après, c'est des pipelettes. On a ça en nous d'être fondamentalement une espèce qui veut être sociale. Et donc, ce qui manque, c'est pas que notre truc il est en train de partir, c'est juste qu'on l'exprime plus. Dans l'ascenseur, moi je donne l'ascenseur comme exemple à chaque fois, je sais pas si ça vous dit ça, mais tu vas dans un ascenseur, la porte se ferme, tout le monde sort son téléphone. C'est instantané. Personne ne se dit bonjour, personne ne se regarde. C'est instantané. Tout le monde fait des trucs, etc. en attendant que le trajet y passe. C'est un moment où tu peux dire bonjour. C'est un moment où tu es connecté avec des gens. Alors, c'est pas le meilleur espace pour faire des connexions, mais c'est un moment. Coworking, le nombre de potes que j'ai qui me disent ouais, je vais dans un coworking, je vais me faire des contacts. Je suis pas sûr. Les mecs, ils arrivent avec leur téléphone, ils posent le téléphone, ils sont sur l'ordi, ils reprennent le téléphone, à la machine à café, ils sont sortis. Tu vois, c'est une vérité. Et donc, on n'est plus. C'est pas un problème de. La solitude, c'est pas le problème. La solitude, c'est la conséquence du fait qu'on n'a plus de moments physiques dédiés à vas-y, je te regarde dans les yeux et je te demande comment ça va. Quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec TimeLife, vous mettez la technologie et donc le téléphone au service d'une connexion réelle dans le monde réel. Quand tu l'expliques, on dirait que c'est un business assez simple. Mais la réalité, c'est que d'un point de vue logistique, dans les coulisses, c'est quand même extrêmement complexe. C'est une grande machine. Quand tu fais je sais pas, 15 000 dîners par soir ou bien plus, c'est quand même énormément de choses à penser, à gérer. C'est quoi les coulisses de TimeLife et toutes les problématiques logistiques que peut-être vous n'aviez pas anticipées au départ et aujourd'hui avec le scale, vous y faites face? Le concept côté utilisateur, il est extrêmement simple. Et d'ailleurs, c'est ça qui marche. Et quand je vais dans un dîner où tu me demandes ce que je fais, je prends des gens qui ne se connaissent pas, par groupe de 6, je les mets dans des restaurants. Ma grand-mère, elle peut comprendre ce que je fais. C'est ultra simple ce qu'on fait. Par contre, pour qu'il y ait demain soir 30 000 inconnus qui dînent ensemble dans 2500 restaurants en simultané dans 260 villes à travers le monde, c'est là la complexité du truc. C'est de faire ça, de faire du bon marketing, d'avoir des features produits qui combattent le no-show, qui font en sorte que les gens savent où aller. On a une équipe de customer support qui est incroyable pour répondre à toutes les problématiques de last minute ou désolé, je suis en retard ou je ne veux pas aller dans ce restaurant. Donc, il y a une sorte d'iceberg, la partie immergée de l'iceberg qui est colossale chez TimeLift. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de copycats, on a beaucoup de gens qui se lancent dans plein de villes, dans plein de pays, et qui se lancent et qui disparaissent. Parce que oui, lancer TimeLift, c'est très simple. Tu crées une page, tu fais un peu d'ads, tu vends des tickets comme nous on a fait il y a 2 ans, et tu vas pouvoir faire peut-être 2 tables de 6 la première semaine, puis 3 tables de 6 la troisième semaine. Mais dès que tu vas commencer à arriver à nous on l'a vécu à partir de 200 personnes par soir, tu es obligé de passer dans un monde tech, dans un monde de plateforme où tu as ton propre système. C'est ça qui a été un élément pivot, on va dire, dans la croissance de TimeLife pour la suite. Ouais, parce qu'on s'est rendu compte qu'on pouvait lancer TimeLife partout. Et d'ailleurs, moi, c'est là, en reparlant, c'est le truc qui me bluffe le plus, c'est que demain soir, on a 6 Japonais qui vont à Tokyo dîner ensemble, on a 6 Turcs à Istanbul qui vont dîner ensemble, et on a 6 Portugais. Enfin, c'est le même concept. En fait, c'est un concept qui change parce qu'on change les gens et le restaurant, donc il est localisé quelque part. Et moi, ça a été bluffant de faire ça. Et quand on a commencé à voir que ça marchait partout, ce qui nous a sauvés, c'est qu'on a pu le faire partout parce qu'en même temps, on a réussi à créer cette brique technologique qui a permis le scale. Sans ça, c'est impossible. Imagine si tu fais ça à la main, tu ne peux pas faire plus de 500 personnes par soir si tu n'as pas ton propre outil. C'est impossible. Complètement. Et aujourd'hui, vous êtes combien chez TimeLife? On est 85. 85 personnes en France, ailleurs? On est 25, 23 ou 24 à Paris et le reste sont distribués. Et d'ailleurs, on est 60 à l'étranger et ils sont dans 58 villes. Waouh! Donc complètement éclaté partout dans le monde. Complètement éclaté dans le monde. On a 2 types de profils essentiellement, c'est les restaurants managers et les customer support. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme on a les dîners dans les 12 time zones, on a besoin d'avoir des gens qui sont dans les time zones et qui gèrent soit les restaurants, soit qui sont disponibles pour répondre aux imprévus. Justement, votre modèle de fonctionnement, c'est un modèle hybride où d'un côté, tu as des gens qui sont localement tous situés plus ou moins au même endroit, les 25 personnes à Paris, peut-être dans des bureaux, etc. Et de l'autre côté, tu as des gens en remote absolument partout dans le monde. Comment tu gères, notamment, comment tu crées une culture d'entreprise dynamique, une culture d'innovation, de la performance, parce que tu es en hyper-croissance, avec toutes ces cultures différentes, tous ces gens différents sur des time zones différentes. C'est une bonne question, mais je rigole parce que c'est un des sujets en ce moment qu'on traite depuis des mois. Et donc, on a embauché quasiment 2 personnes par semaine depuis maintenant l'année dernière. Donc, on est passé de 2 à 85, donc ça va très très vite.
Donc ça change beaucoup. Tu rajoutes à ça le fait que oui, tu as une équipe maintenant qui est assez soudée et tout le temps ensemble à Paris. Donc tu as un écosystème qui se crée naturellement, c'est normal. Il y a des discussions à la machine à café, on va au sport ensemble, donc il y a un truc qui se crée. Puis les gens remote, ils se disent, mais attends, nous on est un peu... est-ce qu'on est mis sur le côté? Bah non, vous n'êtes pas mis sur le côté. Mais toi, bah, t'es à Tokyo, ça va être compliqué de faire du sport avec nous. Donc c'est vraiment pas simple et j'ai pas la réponse. Et on n'a pas la réponse. Le seul truc qu'on essaye de faire, c'est... Moi, j'apporte beaucoup de transparence. Donc, on fait un All-Ends une fois par mois. Je fais une newsletter très détaillée avec tout ce qui a été fait dans le mois et où on va le mois prochain que j'envoie à mes salariés une fois par mois. On a des Slack qui sont publics. On a très peu de discussions en one-to-one. On essaie d'être... Donc, on donne de l'information. On a, pour l'instant, délibérément pas fait ce que moi, j'avais fait à l'époque, que maintenant, je trouve un peu ringard, mais je veux dire qu'on est une famille et que les valeurs sont les murs et qu'on est une boîte comme ci, comme ça. On est plutôt performance, c'est plutôt la performance qui respire chez Timeleft et get shit done, quoi. C'est un peu ça. Et donc, pour l'instant, ça marche. On a un truc que je recommande aussi aux entrepreneurs, c'est à partir de 50, c'est de faire un INPS, donc de faire un sondage interne employé. Et la question, c'est de 1 à 10, à quel point recommanderiez-vous Timeleft comme une boîte sur laquelle, chez qui travailler? Et donc ça donne un bon baromètre, qui est améliorable, hein, bien sûr, mais un bon baromètre et les gens peuvent donner des commentaires anonymes. Et ça permet de voir un peu qui pose problème, mais ce n'est pas vraiment la culture qui pose problème. Complètement. INPS, donc Employee Net Promoter Score, pour savoir si les gens recommanderaient la boîte à des gens dans leur entourage. Et le step dessus qu'on a lancé maintenant depuis, qui est quarterly, donc tous les trimestres, c'est le CEO NPS. Donc mes 12 leaders font aussi le même exercice pour me noter. Tu as 12 leaders? Ouais, 12 direct reports. Alors, comment tu as structuré ça, justement? Parce qu'en plus de ça, j'imagine que tu as constitué cette équipe de 12 personnes assez rapidement. Assez rapidement. Vu la croissance. Ouais. Comment tu as structuré ça? Quels ont été les éléments qui t'ont fait mettre ça en place? Moi, mon approche, c'est que quand la boîte grossit, en fait, il y a un phénomène que j'avais vu chez Minbus, c'est que le CEO est propulsé par design dans une tour d'ivoire. En fait, tu es décorrélé du terrain. En fait, tu as des niveaux. Donc avant, quand tu es une dizaine, je pense, tu vois tout ce qui se passe, tu vois les problèmes, tu les vois passer, tu peux interagir. À partir de 30-40, tu as des managers, 3 ou 4. Et donc, naturellement, ils filtrent les problèmes. Quand je dis filtre, c'est que, ils te disent ce qu'ils ont envie de te dire, bien ou pas bien. Et même s'ils voient le problème, ils te le rapportent d'une façon qui n'est pas forcément la réalité. Tu vois. Et quand tu es 50-80, laisse tomber, tu as 3 ou 4 niveaux et donc tu peux vite décorréter. Et donc, pour combattre ça, moi, je fais 2 choses. La première, c'est que je me suis dit, je ne veux pas voir la boîte par mon COMEX, c'est-à-dire je ne veux pas voir la boîte par 4 angles. Je ne veux pas opération, finance, tech et marketing. Et en fait, je vois la boîte que par ces 4 personnes-là, que c'est 4 angles. Donc, comme j'ai 12 direct reports, en fait, je vois la boîte sous 12 angles différents. C'est le premier truc. Et la deuxième, tous les jeudis, je passe 3 heures, 3 fois 1 heure, et je vais sur le terrain. Donc, je prends la personne la plus en bas de l'échelle et on va voir les problèmes réels sur le terrain. Donc, je prends le manager et on va voir ce qui se passe. C'est vraiment les 2 trucs que je trouve assez... que j'aime beaucoup et que je suis maintenant depuis. Que j'ai appris à la fin de l'époque Minbuzz et que j'ai mis en place là maintenant. Et le truc aussi qui est important, je n'ai pas de one-one avec mes direct reports. Ok. Comment ça fonctionne? C'est que des... One-to-many? C'est one-to-many. C'est soit des meetings sur des problèmes spécifiques. On veut corriger ça et en fait, ça implique que lui soit d'accord et que lui soit conseil sur ce sujet-là. Et donc, on se met tous les 3 dans la discussion. Et c'est une discussion qui dure 3-4 semaines. Et au bout d'un moment, quand le sujet il est taclé, on supprime la réunion récurrente. Ou c'est eux qui viennent me voir. J'ai pas de... Si tu veux me voir, je suis là, tu me cales un meeting, pas de problème. Mais j'ai pas ce truc toutes les 2 semaines où il faut qu'on passe 1 heure ensemble, etc. Parce que ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est de la peinture. En fait, tu vois, c'est viens, on se voit tous les deux et tu vas me peindre. Alors j'ai fait ci, j'ai fait ça, on a fait ci, on a fait ça, et blablabla. Et c'est pas concret, quoi. Et en fait, tu as une impression de contrôle, mais qui est fausse. Et j'avais ça au début de Timeleft il y a encore 6 ou 7 mois. J'ai pété mes one-one et il y a un truc qui s'est passé dans la boîte incroyable. Je recommande de faire ça. Alors après, au début, c'était pas facile. Hein. Enfin, je me suis lâché prise, mais qui est un lâcher prise bizarre parce que, en fait, c'est pas vraiment. Tu perds pas le contrôle, c'est juste tu désinhibes les gens à décider sans toi et à faire les choses. Enfin. Complètement. J'ai pas relevé tout à l'heure, mais je rebondis. Tu disais, on prenait jusqu'à 1 million par mois d'ARR. 0,16 mois, 0,16 millions d'ARR. C'est énorme. Ça continue à grandir. Est-ce que votre enjeu principal, c'est d'arrêter le scale de la croissance par rapport à l'absorption et donc d'aligner la croissance à l'absorption? Ou est-ce qu'au contraire, l'absorption, il n'y a quasi aucune limite parce que vous êtes structuré, staffé, standardisé pour pouvoir continuer?
et que l'enjeu principal, c'est l'acquisition pour déployer encore plus rapidement? Déjà, le premier truc que je vais rendre à César, c'est que mon associé Adrien, c'est un tueur en marketing, en gros, son acquisition. Il pilote une team, on est dans 50 pays. À ce qui fait, on a la chance d'avoir ça chez TimeLeft. Donc maintenant, ce qu'on doit résoudre, c'est deux. C'est un, améliorer la rétention pour qu'en fait, les utilisateurs qu'on acquiert restent plus. Et donc, c'est ça qui va faire de l'incrémental de chiffre d'affaires. Et la deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait plus de choses à raconter. Là, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on a fait un exploit incroyable, c'est de passer de 0 à 16 millions avec un concept qui est juste un dîner par semaine le mercredi soir. Mais ça plateau. À un moment, le nombre de gens qui sont prêts à dîner le mercredi soir, les inconnus, ça y est, ils sont tous au courant de TimeLeft. Et donc là, on a lancé le dîner entre femmes. On a des nouvelles choses à raconter en marketing, on a un regain de chiffre d'affaires et de nouvelles personnes. Soit des femmes qui avaient arrêté d'utiliser TimeLeft, soit des femmes qui n'avaient pas encore envie d'utiliser TimeLeft parce qu'il y en a plein qui n'ont pas envie d'être avec des hommes. Voilà, elles ont une excuse. On va essayer d'enrichir en fait l'expérience dans l'app pour qu'en fait l'équipe marketing puisse avoir plus de trucs à raconter. Parce que je pense qu'il y a un plateau naturel. Déjà 30 000 personnes qui dînent ensemble tous les mercredis, c'est beaucoup. Donc, mais en revanche, ça te fait 16 millions de chiffre d'affaires. Donc si tu fais 30 000 le mercredi, 30 000 le jeudi, 30 000 le vendredi, bon, tu vois, en fait, c'est invalidé, quoi. Multiplie, ouais. Et un autre point, tu parlais tout à l'heure de tes actionnaires. Tu as dit que tu avais levé 2 millions au début. Comment on lève 2 millions sur une page blanche, sachant qu'en plus de ça, ce n'était pas le projet que ça est aujourd'hui? Est-ce qu'entre-temps, tu as relevé de l'argent pour accompagner la croissance ou pas? Comment ça s'est architecturé? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui nous écoutent, qui ont peut-être une bonne idée. Bon, on le sait, toi et moi, l'idée ne suffit pas, c'est l'exécution qui compte, c'est la résilience, tu en as beaucoup parlé, et puis tu as pivoté à de nombreuses reprises, vous avez pivoté à de nombreuses reprises pour arriver à ça. Mais quand est-ce que vous avez levé? Est-ce que vous avez relevé? Et comment vous y êtes pris pour pouvoir lever 2 millions? Je pense qu'en fonction des stades où tu es, par exemple, quand on a levé 2 millions, c'était une sorte de seed pré-seed sur une idée. Là, c'est pas ton idée qui fait la différence, c'est juste toi. Et donc moi, j'ai eu la chance d'avoir revendu ma boîte TF1, d'avoir de l'expérience. Donc j'avais une sorte de joker, quoi. Et 2021, tous les VC cherchaient des projets où investir. Moi, je suis arrivé, j'ai dit, écoutez, voilà, j'ai réfléchi, j'ai relancé une nouvelle idée. Le premier call, il a duré 15 minutes. Le mec, il m'a filé 500K. Enfin, c'est vraiment c'était la belle époque. Et parce que j'avais un track record. C'était pas vraiment l'idée, c'était juste entrepreneur qui a revendu sa boîte à succès. Et donc ça, les VC, pour eux, c'est green flag. Vas-y, on investit, quoi. Ensuite, pour relever, imaginons que tu veux relever sur une série A. Là, c'est toi, mais c'est aussi ta boîte. C'est aussi tes chiffres. C'est plus que ta personnalité. C'est pas parce que tu as du bagou. Et maintenant, si demain, on doit faire une série B, ça sera essentiellement les chiffres et un peu moins toi. Donc en fait, ça dépend les stades où tu es. Mais l'idée, en vrai, je suis pas sûr que quand tu commences, c'est pas l'idée qui fait la diff, quoi. C'est toi. Je pense qu'un mec qui arrive à lever sur une idée, je pense qu'il arrivera à lever des sous peut-être sur une autre idée. Alors que quelqu'un qui a une bonne idée et qui n'arrive pas à lever, tu pourras lui donner toutes les idées que tu veux, il n'arrivera pas à lever, quoi. Et vous êtes rentable dans ce modèle-là en termes d'acquisition ou votre but, c'est de faire de la croissance et d'aller chercher? Parce que quand tu fais du direct response marketing, du paid, et que tu déploies des pays et qu'en plus ton ticket, c'est, tu le disais, 12 € ou 20 € par mois, 15 ou 20, ouais. exact, 15 € ou 20 € par mois, ton CPA ou ton CAC est vraiment la variable la plus dépendante de ta croissance ou pas. Du coup, c'est quoi l'objectif aujourd'hui? C'est de faire du cash pour investir et grandir encore plus, ou c'est d'être rentable comme une boîte bootstrap qui a besoin d'être rentable dès le premier jour? Ce qui est important pour nous, c'est d'investir sur la tech et le produit pour avoir une meilleure rétention et plus de choses à raconter. On a la chance d'avoir un payback incroyable. Donc même si on parle de 20 €, on a la chance d'être quasiment break-even au premier mois. Donc en fait, tout ce qui suit derrière en termes de rétention est pour nous du chiffre d'affaires incrémental et c'est ça qu'on cherche à développer. Donc pour l'instant, c'est la stratégie. Même si on vend 20 €, en fait, on vend beaucoup de 20 € et c'est des abonnements. Et donc en fait, c'est aussi ça la beauté du système d'abonnement. 75%, voire 80%, je crois maintenant, de notre chiffre d'affaires est subscription based. Et donc tous les mois, tu commences avec une sorte de lame de fond de gens que tu as déjà remboursé parce qu'en fait, tu es break-even au bout de 3 mois. Donc tu vois, c'est ça qui est important pour nous. Ok. On a bien compris ce que fait ton associé Adrien sur la partie marketing, stratégie et j'en passe. Votre complémentarité, toi, c'est quoi ton focus? Ça, on était à la Builder Factory tous les deux pour parler de notre parcours et ça a été un des trucs qui a été relevé et j'avais pas de conscience de ça, c'est qu'on a une complémentarité à tous les niveaux. Dans notre comportement, je suis très extraverti, j'adore être ici, tu vois, c'est les trucs qui m'animent. Lui, tu vois, en retrait, dans l'anonymat, ça lui va très bien. Et on a des compétences qui sont fondamentalement différentes.
Moi, maintenant, j'ai pris ma position de CEO et de manager et je suis plutôt sur la vision, lever des fonds, gérer les actionnaires, gérer les différents problèmes. Et lui, s'est spécialisé dans son domaine. Et donc, en fait, au début, d'ailleurs, c'est une vraie histoire. Quand on a commencé, on était 2, puis 3, 4, fail, 2, puis 3, 4, fail, 2, puis 3, 4, fail. Et à un moment donné, on a commencé à scale. Et là, au début, on prenait toutes les décisions à 2 au début, puis à un moment, je commençais à prendre des décisions par moi-même. Tu vois. Et là, évidemment, il fait on est cofondateur, pourquoi, comment ça, tu vois. Et je dis là, en fait, ce qui va se passer, c'est que en fait, je vais rentrer dans mon rôle de CEO et tu vas rentrer dans ton rôle de Head of Product. Et en gros, il y a 3 casquettes pour lui et pour moi. On est actionnaires tous les deux. Et je lui dis, tant que tu ne vends pas tes parts, tu resteras actionnaire. Personne ne te les enlèvera. Sauf si on vend et que tu es obligé d'être entraîné, mais c'est un autre sujet. Tu es cofondateur, c'est un titre honorifique. Honorifique. Tu seras à vie cofondateur de TimeLeft. Mais ça ne doit pas impacter ce que tu fais au day-to-day dans la boîte. Et la 3e casquette, c'est ton rôle. Moi, je suis CEO, c'est mon rôle. Toi, tu es Head of Marketing, c'est ton rôle. Et donc, tu dois délivrer certaines choses. Et oui, je suis ton manager direct, quoi. Et donc, ça a été intéressant de voir ça. Au début, c'était un peu un peu bizarre, je suis cofondateur, tu vois. Et puis, après, il a vu que je maîtrisais dans ce que je faisais, qu'on a scalé la boîte. Et maintenant, la relation se passe super bien, quoi. Chacun est dans son élément. Cette complémentarité, justement, le but, c'est de réussir à la spotter. Tu dis que ça fait pas si longtemps que ça que tu t'en es rendu compte. Ouais. Quel a été l'élément qui vous a permis d'y voir plus clair? Parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne se rendent pas compte de la complémentarité qu'ils ont avec leurs associés, ou l'inverse, de la non-complémentarité qu'ils ont avec leurs associés, et qui ne comprennent pas pourquoi ça n'avance pas, et qui, dès lors qu'ils spotent ça, se rendent compte que soit il y a des choses à ajuster, soit il faut changer d'associé, soit il y a des trous à combler, mais en tout cas, que c'est peut-être un élément limitant dans leur vie. Le premier truc que j'ai envie de dire à ceux qui nous écoutent, c'est qu'au début, tout est rose, tout va bien, mais il y a 2 choses à prendre en compte. La première, c'est quand la boîte commence à scale, elle prend de la vitesse et donc tout s'intensifie. Donc si vous avez des petits clashs qui sont OK quand vous ne faites pas de chiffre d'affaires, sachez que quand vous allez en faire 10 ou 20 millions par an, ces trucs-là, ça va vibrer encore plus, quoi. Quand vous allez commencer à grossir aussi, la complémentarité doit être clairement identifiée parce que sinon, vous allez vous marcher dessus, quoi. Ah non, le truc que je veux dire aussi, c'est quand l'argent arrive. Quand ta boîte commence à être valorisée, quand tu commences à faire un peu de cash out et que les gens se rendent compte des différentes choses, je l'ai vu à plusieurs reprises dans ma vie d'entrepreneur, quand il y a de l'argent sur la table, les trucs se tendent. Et donc, si tout est clair, eh bien, ça va, ça se tend pas trop. Mais s'il y a plein de non-dits, de trucs qui sont pas clairs, de moi je voudrais faire ci dans plus tard, ou si on lève des fonds, je voudrais faire ça et aller à droite, mais moi je voulais aller à gauche, quand ça commence à accélérer, là tu as des mecs qui pètent. Et la plupart des boîtes, je pense, statistiquement, fail à cause d'un problème de cofondateur. Je pense que la plus grosse point de faiblesse d'une boîte, c'est l'entente des 2 cofondateurs, clairement. Et donc ma reco, ce serait comme quand, là, je parle d'enfants avec ma copine, et on m'a dit, mais tu sais, quand tu parles d'enfants, il faut en parler avant de les faire. C'est-à-dire, il faut en parler. Quand l'éducation, où on va vivre, comment on va leur parler, tous ces trucs-là. Et en fait, quand tu montes ta boîte avec un entrepreneur, je trouve qu'on ne se dit pas ce qui va se passer si on réussit. On s'associe pour réussir, mais on ne se dit pas, si on lève 10 millions, à ton avis, comment on utilise ces 10 millions si jamais on a un board et qu'on a qui prend les décisions, qui sera CEO, qui sera en charge de faire ci ou de faire ça, tu vois. Est-ce que tu seras OK pour que je te manage? Ça, c'est une question que les associés ne se posent jamais. En fait, tu es CEO, il y en a un qui est CEO, par exemple, il y a un rapport, t'es obligé d'avoir, il y en a un qui est président de la boîte, il y a un rapport hiérarchique. Est-ce que tu es OK pour qu'on ait un rapport hiérarchique tous les deux? Non. Il faudra peut-être qu'on l'adresse maintenant, parce que si en fait, plus tard, on est 5 ans dans la boîte et que tu veux pas que je sois le mandataire légal ou le pouvoir de directionnel de la boîte, ça va être compliqué, quoi. Complètement. Avant que j'adresse un autre sujet, c'est quoi les choses que tu n'as pas fait dans Minute Buzz pour structurer justement, on va dire, le deal avec TF1 par exemple, ou d'autres choses, peut-être avec tes équipes, des discussions que tu as eues avec ton associé dans cette boîte, toutes ces leçons que peut-être tu as pu accumuler, qu'aujourd'hui tu as fait avec TimeLeft grâce à ces expériences et que tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent? La vraie différence entre Minute Buzz et TimeLeft, c'est qu'on a une vraie complémentarité entre cofondateurs, et que sur ces 4 ans, sur ces 3 ans, enfin ces 2 ans de traversée du désert et ces 2 ans de scale, en fait, ça fait qu'on a tenu le cap et qu'on s'entend super bien et que tout va bien. Et ça, c'est quand même fondamentalement qui fait le succès de TimeLeft là aujourd'hui. Le deuxième, c'est que Adrien me laisse vraiment ma place de CEO et de diriger cette boîte. Alors que chez Minute Buzz, on était quand même 50-50, donc il y avait beaucoup de clash, beaucoup de trucs qui étaient un peu aussi compliqués.
La deuxième, c'est que maintenant que j'ai la cicatrice de me faire virer du jour au lendemain, j'ai fait un pack d'associés, j'ai protégé ma boîte, j'ai le full contrôle, je fais ce que je veux, personne ne peut me déboulonner. Ça, c'était un vrai truc important pour moi. Je vais avoir les pleins pouvoirs sur cette boîte. Forcément, plus on va lever, plus je vais les perdre. Mais j'ai fait en sorte de pouvoir les garder. Je vais faire en sorte de pouvoir les garder le plus longtemps possible. Parce que quand j'ai revendu Minbuzz et que je suis sorti de Minbuzz, j'ai compris deux choses. Un, que l'argent ne fait pas le bonheur. C'est extrêmement cliché ce que je veux dire, mais j'ai pas de passion pour les belles montres, j'ai pas de passion pour les belles voitures. Donc avoir de l'argent, ok, fine, mais au bout d'un moment, le bonheur, il varie pas. Et la deuxième chose, c'est que j'adore ce que je fais. Je pense que tout l'argent du monde ne pourrait pas compenser ce que je fais avec Timeleft. C'est-à-dire, j'ai des gens que j'adore ce que je fais, je choisis les gens avec qui je travaille, je suis mon propre chef. C'est une représentation de ce que je suis, Timeleft, tu vois. Et c'est incroyablement beau. Et donc, je veux pouvoir le faire le plus longtemps possible. J'aimerais Timeleft faire 10, 15, 20 ans à la tête de ce truc-là, quoi. Quand tu es arrivé ici, tu as dit subtilement à l'équipe, ils ont dit ça, je suis le serviteur de mon équipe. Est-ce que finalement, tu es le serviteur de ton équipe ou tu es le serviteur de Timeleft? Est-ce que ça représente? C'est une super question. Quand j'ai dit le serviteur, donc je parlais de mon équipe marketing qui m'a dit il faut que tu ailles à ce podcast et fais ci et fais ça. Ouais, je pense que le CEO a un rôle enabler, de fluidifier les choses. Et ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que en tant que CEO, ce qui se passe, c'est que plus la boîte est grossie, donc généralement les gens sur le terrain ont des problèmes. Et mon but, c'est de faire en sorte qu'ils soient bons à résoudre leurs propres problèmes. Mais si le problème est trop gros, ils le remontent au manager. Et quand le problème du manager il n'a pas réglé, généralement ça remonte au CEO. Donc plus ta boîte est grossie, plus tu reçois une vague de problèmes de plus en plus compliqués, de plus en plus relous, et tu es vraiment la personne qui est là pour aider à débloquer des trucs. Et donc il y a deux choses, il y a une chose négative et une chose cool. La chose cool, c'est que tu as une sorte d'entraînement survitaminé à apprendre à résoudre des problèmes. C'est pour ça que la différence entre un entrepreneur, CEO et n'importe quel manager ou leader, elle est forcément, il y a un gap qui se crée qui est obligé, plus la boîte a grossi. Donc ça, c'est la côté cool. Tu as une super capacité à résoudre des problèmes et à encaisser des mauvaises nouvelles ou des choses comme ça. Le point négatif, il y a des jours où franchement, tu as envie de te buter parce que tu fais que régler des merdes. Et donc, il y a des jours où c'est franchement pas facile. Et tu as l'impression que ton job, c'est de faire que ça. Et donc, des fois, ça peut être un peu noir. Tu vois un peu la vie en noir. Mais quand je te dis aussi, je suis serviteur de mes équipes, c'est que moi, je suis là pour débloquer des problèmes. Et donc, en fait, c'est ce qu'on appelle l'escaladation. C'est l'escaladation. Ça remonte vers moi. Je fais en sorte soit d'aider, soit de donner des ressources. Tu vois, c'est un peu ça, quoi. Je reviens sur un point. Tu l'évoquais tout à l'heure très rapidement. Tu parlais de l'élévateur, enfin de l'ascenseur. Je pense à Elevator, parce qu'Elevator Pitch, justement, c'est mon franglais, désolé. Ouais. On pourrait très clairement prendre ces 20 secondes, 30 secondes pour échanger rapidement, ou même ne serait-ce que dire bonjour, ça va, exactement. On est tous connectés, mais plus personne ne se parle. Ouais. C'est un gros problème dans notre société. D'ailleurs, la plupart des entrepreneurs, même nous qu'on accompagne avec entrepreneurs.com, nous le disent, je me sens seul. C'est un des gros enjeux de Timeleft, c'est un des grands enjeux de ta vie également. Ouais. Mais au-delà de ça, j'imagine que tu t'es posé plein de questions sur le sujet. Pourquoi les gens ne se parlent plus? C'est le truc que je te disais tout à l'heure, on a perdu des moments où on peut exprimer notre côté social. Y a un bouquin qui est incroyable qui s'appelle Friends, qui est par un anthropologiste qui s'appelle Robin Dunbar, que j'ai eu la chance d'avoir en Zoom call, il a 71 ans. Il a créé une découverte qui est connue dans le monde dans lequel dans notre écosystème, on va dire, de la rencontre, la solitude et l'amitié, etc. Il a créé les cercles de l'amitié. Je ne sais pas si tu connais ce principe. Et il a dit le cerveau humain ne peut pas gérer plus de 150 amis en commun. D'accord. Voilà. Ensuite, tu as 50 amis, 15 super potes et 5 très bons proches. En fait, tu as des cercles qui sont concentriques. Et en fait, il dit, quand tu tombes amoureux, tu perds 2 potes. C'est pas que tes 2 potes n'aiment pas ta meuf, par exemple. C'est que comme tu as une inconnue, qui n'était pas dans ta vie, elle vient près de toi, donc elle vient dans le cercle le plus proche. Et le cercle le plus proche, tu peux garder les gens dans le cercle le plus proche uniquement si tu attribues du temps à ces personnes. Donc cette femme ou homme, tu lui attribues 2 heures pour ta première date, puis d'un coup, elle te prend 25 heures par semaine, parce que tu es fou amoureux. Ces 25 heures, forcément, le cercle qui était là va en subir. Et donc, il y a une personne de son cercle qui va avoir moins d'heures parce que tu as plus d'heures à quelqu'un d'autre, ou les enfants, c'est le même schéma. Et donc, les trucs vont s'éloigner. Et le problème de nos jours, c'est qu'avant, tout nous aidait à faire ça. On vivait près de chez nos parents, on ne voyageait pas autant, on ne travaillait pas en remote, on ne passait pas 3 heures par jour sur TikTok, on allait le dimanche à la messe, on allait le mercredi avec nos parents faire le... Donc, on avait un écosystème qui était vraiment là pour que les gens qui comptent pour toi, tu leur attribues du temps. Et ça a changé. Maintenant, c'est l'opposé.
On va plus dans les restaurants, on se fait livrer de la nourriture. On va plus au cinéma, on regarde Netflix. On va plus sociabiliser le soir. On préfère scroller sur Instagram 2 heures et regarder un film. Donc, on est en train de perdre notre capacité à passer du temps avec les gens qui comptent. Et c'est pour ça que les amitiés sombrent. C'est pour ça que les couples sombrent. C'est pour ça que tout ça est remis en difficulté. Donc, fondamentalement, le problème de la solitude, c'est le manque de moments et de temps attribué aux gens à qui comptent pour nous, quoi. Et toujours dans ce parcours, pendant des années, tu dédies toute ta vie à la viralité, à la visibilité, aux likes, aux réseaux sociaux finalement avec Minute Buzz. Aujourd'hui, tu dédies ta vie aux connexions humaines. Donc on est à l'opposé finalement. D'un côté, c'est quelque chose de 100% digital, de l'autre côté, c'est 100% physique. Quelque chose d'instantané qui ne dure pas à quelque chose qui crée du lien, qui dure et qui est puissant. Est-ce que ce n'est pas une sorte de rébellion finalement contre l'un et l'autre? Ouais, super question, super point. Ouais, à la fin, je voulais créer ce média et apporter de la joie, de la bonne humeur, faire sourire les gens, c'était mon ambition. Et quand on a revendu à TF1, on s'est dit, bon, on a 3 ans à faire, il faut faire de l'argent, quoi. Tu vois, on était en mode, voilà, faut que ça soit efficient, faut qu'on fasse du cash. Et c'est là où j'ai commencé à me rendre compte que, en fait, mais qu'est-ce que je fais, quoi? Je suis en train de vendre des minutes de temps passé à regarder des vidéos qui sont sympas, mais en fait, on a commencé à être perverti à un moment quand Facebook a commencé à sortir la pub sur les vidéos. Il s'est dit, ouais, il faut que la vidéo elle fasse au moins 3 minutes, et il faut qu'il y ait une pub à 1 minute, et il faut que tu emmènes les gens de l'autre côté de la pub. On s'est mis à optimiser les vidéos pour que je t'entraîne jusqu'à la minute, mais ça manquait de sens. Et là, maintenant, je me suis dit, ouais, c'est une bonne, peut-être pas une revanche, mais un virage de vie où je me sens vraiment plus aligné avec ce que je fais maintenant. C'est pour ça que chez Timelef, les gens ils sont passionnés, parce que quand tu fais des dîners, tout le monde a le droit de faire des dîners, chez Timelef, ils font des dîners, tu te rends compte que tu fais un truc cool, quoi. Tu n'es pas là en train de te demander si la vidéo elle est drôle et qu'elle va faire 3 millions de vues, quoi. Et dans ce monde qui a viré dans l'influence et on se prend en vidéo en permanence, etc., c'est cool, quoi. Moi, j'ai eu ce moment-là en 2016. J'avais un mec qui me suivait tous les jours au bureau. J'étais une sorte de Kim Kardashian de l'entrepreneur à l'époque, avant l'heure. Ce que tout le monde fait maintenant, mais j'avais un mec qui me filmait. Je me mettais un micro-cravate et il me suivait toute la journée. Il filmait les réunions, les meetings, tout machin. Il faisait des montages. J'ai fait ça pendant quelques mois, 10 minutes tous les jours. Et quand je revois ça, je me dis, bon, c'était cool, c'est très sympa. Mais je me verrais pas refaire ça, quoi. Tu vois, j'ai changé. J'ai vieilli. Qu'est-ce qui fait que tu te reverrais pas faire ça, alors qu'en plus aujourd'hui c'est la mode? Alors à l'époque ça ne l'était pas. Aujourd'hui, tu vois, le behind the scene, building public, faire des vlogs, créer de la connexion, développer son personal branding, chose qui était mal vue par beaucoup, même beaucoup d'industries très archaïques. Aujourd'hui, ça devient presque une évidence quand on voit certains qui ont développé des empires sur du personal branding. Ouais, alors 2 choses. C'est pas parce que tu build in public que ça va t'aider à réussir. Fair enough. Il y a plein de gens, on les connaît tous sur LinkedIn, qui font beaucoup de bruit. Est-ce que le business marche? Je sais pas. C'est complètement 2 choses différentes. Et moi, je l'ai vécu. C'est le travers. C'est comme les influenceurs. C'est que d'un coup, tu deviens accro à créer du contenu en permanence, à te mettre en avant. Tu checkes les likes et tu vois, les gens ils me disent ouais, sur LinkedIn tes posts ils ont pas de sens. Je dis mais je poste plus pour faire du like ou pour aller choper, tu vois. J'adore partager ce que je fais et sur mon Instagram aussi c'est pareil, c'est très authentique. Je m'en fous, je suis pas, tu vois, je suis plus là-dedans et je vois les mecs j'en vois 2-3, ils sont happés par ça, quoi, tu vois. C'est quand tu vois ta tête en permanence en vidéo non-stop tous les jours, ça fait un truc un peu chelou quand même, tu vois. Quel phénomène des influenceurs d'ailleurs. Complètement. On n'a pas parlé beaucoup de KPI ou de chiffres ou d'éléments, même si tu as été très précis sur de nombreux chiffres, mais on a compris qu'en termes d'acquisition, un des points clés, c'est la publicité en ligne, gérée par ton associé Adrien. Mais tu disais aussi, quand tu passes un bon moment, quand tu apprécies l'outil que tu as face à toi, ce qui est le cas avec TimeLeft, moi, tu vois, naturellement, on m'en a parlé, etc. Il y a la recommandation. Donc, tes clients deviennent des ambassadeurs. Est-ce que ça, c'est un levier que vous avez actionné ou que vous allez actionner? Et le cas échéant, s'il est déjà actionné, à quel point, en fait, il est efficace? Parce que souvent, beaucoup d'entrepreneurs ont ce fantasme de se dire que s'ils mettent tout sur le produit, tous leurs clients vont le recommander et donc mettent en place un système, mais n'arrivent pas forcément à traquer réellement à quel point les gens le recommandent. Pour autant, ils le font naturellement. Ouais, tu peux investir sur le produit, c'est juste que les ads, c'est plug and play, quoi. Si tu sais faire des ads, si tu sais faire du gros, tu fais des campagnes de pub,
tu mets un budget, tu as des clics, les gens ils vont sur ton app, ils consomment ton produit. La vraie force, je pense, c'est quand même ta capacité à mettre ton produit dans la main des gens. Tu peux avoir le meilleur produit du monde, mais si personne l'utilise et si tu penses que les gens vont le recommander par eux-mêmes, faire ce qu'on a fait sur les 16 derniers mois sans ads, c'est impossible. Et ça a été aussi possible. Pourquoi? Parce que le produit qu'on a créé a aussi été viral par essence. On a eu plus de 400 parutions presse et passages télé depuis 1 an. On a aussi bon momentum, on a surfé la vague de la solitude, on est le plus gros et de très loin. C'est ça aussi qui nous a permis de se dire, OK, en fait, on fait des ads, ça marche tellement bien, enfin, pourquoi s'en passer, quoi. Quand tu dis 400 parutions médias, c'est quoi le secret? Parce que beaucoup de gens rêvent de réussir à être aussi visibles et aussi relayés par les informations. Est-ce que c'est juste parce que vous êtes les premiers? Est-ce que c'est juste parce que vous répondez à quelque chose de précis? C'est un peu tout ça. Aya, à qui vous étiez en contact, maintenant s'occupe des RP chez nous et elle répond aux demandes entrantes. Depuis 16 mois, on fait que répondre aux demandes entrantes. Ah ouais, donc c'est même plus vous qui sollicitez? Non, pas du tout. Jamais, parce que c'est comme, je ne sais plus qui dit ça, un fondateur américain très connu, il dit le networking c'est overrated. Le networking ça ne sert à rien. Et je suis assez là-dessus. Aller dans un événement pour networker, c'est je trouve une perte de temps. Si tu crées un bon produit, regarde, si je suis ici, c'est pas parce qu'on a networké tous les deux, c'est parce qu'en fait Timeleft ça fait du bruit, que ça fait sens et il y a un truc. Et donc c'est pour ça que tu m'as invité. C'est pas parce que j'ai networké avec toi ou que je connais un de tes potes. Donc c'est pareil, je trouve, pour la presse. Payer alors je vais peut-être me faire des ennemis, hein, mais payer des agences de presse, payer des gens pour faire de la presse, quand t'as pas le bon produit et que c'est pas le bon moment, c'est juste jeter de l'argent par les fenêtres. Et on le voit, à partir du moment où, comme une fois, quand le vent commence à tourner, et bah voilà, on est passé dans tous les grands médias, dans toutes les grandes télés, on est passé à la télé aux États-Unis, à Prague, à Barcelone, on a fait le monde dans tous les pays, les équivalents de Site et tout. Enfin, on était partout et c'était que des demandes entrantes. Pourquoi? Parce qu'on a créé un phénomène et que en fait, ça faisait sens. Je me verrais pas dépenser un budget pour faire des RP, quoi. Je rebondis là, tu viens de dire que le networking c'est surcoté. Ouais. C'est aussi ce que fait Timeleft finalement, c'est permettre aux gens de se connecter. C'est une forme de networking. Tu peux m'en dire plus sur ce sujet? Ouais, quand je dis le networking c'est surcoté, c'est le networking professionnel. Se dire que il faut que tu sois dans des événements et il faut que tu te montres et tu dis, regarde, j'ai ce truc-là. Ouais. C'est beaucoup de temps et beaucoup d'énergie de faire un networking. C'est 3 à 4 heures, aller dans un événement, parler aux gens, c'est fatigant. Ouais. Alors qu'en fait, à partir du moment où tu commences à avoir un produit qui marche et qui fait sens, les gens ils vont parler de toi et les gens vont venir à toi. Je le vois, hein. Mon LinkedIn, il était mort pendant 3 ans. Et là, maintenant, tous les jours, j'ai des demandes en permanence. J'ai maintenant une nana qui gère ça pour moi parce que sinon, c'est impossible. Et donc, en fait, c'est pas mon networking et le fait que je sorte dans des événements. Ça va paraître extrêmement cliché. M'en tenez par rigueur, s'il vous plaît. Mais je pense que le mieux pour aller dans un événement, c'est quand tu es invité pour être speaker, quoi. Ok. Voilà, c'est très cliché ce que je veux dire. Mais que, en fait, c'est bien, tu peux rencontrer des gens, etc. Mais c'est pas le networking et c'est pas de pousser fort en presse qui vont faire que ça va marcher. Ça marche si ton produit il est bien, s'il fait sens et si c'est le bon timing. Après, le reste, c'est du bonus. Mais moi, je pense qu'il faut mieux se focaliser à créer un bon produit, à maîtriser un peu les ads, parce que les ads, c'est vraiment plug and play. Tu mets 1 000 € de budget, bah, tu as peut-être 500 personnes qui vont débarquer sur ton produit. En B2C, moi, je suis très B2C. B2B, ça peut être peut-être un peu différent. Pour autant, l'entrepreneuriat, c'est beaucoup de rencontres. Parfois, il suffit d'une seule rencontre pour que tout change. D'ailleurs, chez Timeleft, vous en faites beaucoup des rencontres, vous contribuez à énormément de rencontres tous les jours. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément à l'aise avec le fait d'échanger, de discuter, de rencontrer des gens, j'imagine que c'est aussi peut-être une objection que certains ont. S'ils ont besoin de cette application, c'est qu'ils se sentent seuls. S'ils se sentent seuls, c'est qu'ils n'ont pas encore un cercle, qu'ils ont envie de rencontrer de nouvelles personnes, peut-être qu'ils sont inconfortables dans ça. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut faire Timeleft ou un entrepreneur? Ou un entrepreneur qui veut rencontrer, qui veut échanger. Moi, ce que j'ai appris sur tous les défis physiques que j'ai réalisés, et je pense que ça s'applique à tous les trucs de la vie et encore plus à l'entrepreneuriat, c'est que vous avez pas conscience de vos capacités, à quel point vous pouvez faire des choses. Si vous n'êtes pas à l'aise, je suis à l'aise à la vidéo, okay, mais encore une fois, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure. Si on me voit en vidéo là, on dit putain, il est à l'aise Maxime à la vidéo quand même. Franchement, bah ouais, mais mec, des trucs comme ça, j'en ai fait 1000 en fait. Donc, j'ai commencé comme toi, j'étais pas à l'aise, j'étais rouge, je transpirais. Tu vois, je savais pas ce que je fallait dire, je préparais mes notes et tout. Là, c'est freestyle parce que j'ai l'expérience pour. Et je pense que c'est pas la même chose pour tout. Si t'es pas à l'aise à l'idée de parler à la vidéo, fais une vidéo par jour. La première, elle sera horrible. Tu la postes pas, c'est pas grave. Puis, au bout d'un moment, tu vas peut-être la poster. Et au fur et à mesure, à force de faire un petit pas vers ton objectif, tu arriveras. Mais personne, et c'est là où on a une illusion, je pense, tous les mecs que tu vois en ligne, qui sont les entrepreneurs on voit en ligne, qui font des vidéos, il n'y en a pas un qui était en mode première vidéo, yalla, tout se passe bien.
Tu vois, je suis born for to do this. Non, c'est pas vrai. Personne n'est entrepreneur. Personne n'est à l'aise à la caméra. Tu le deviens. C'est comme tout. Et donc, je pense qu'on oublie ce truc-là. Tu vois. Et dans le sport, c'est parlant. J'ai fait un 100 km de course tout seul. Ça m'a pris 12h30. J'avais jamais fait de marathon. Bah, ça m'a pris 4 mois et demi de préparation. Le premier jour, j'ai fait 10 km, et puis 11, et puis 12, et puis 13. Et puis un jour, je me suis réveillé. Je me suis dit, vas-y, je peux le faire. Et c'est la même chose pour tout, en fait, je pense. Tu vois. On va y revenir sur ces défis physiques, justement, dans quelques instants. Mais avant ça également, tu disais tout à l'heure que tu as fait 65 rencontres time left. 65 dîners, ouais. 65 dîners. Et qu'à la fin du dîner, tu dis qui tu es réellement. Comment ils réagissent, les gens? Ouais, plein des trucs drôles. En fait, pour moi, c'est deux choses. Un, ça me fait vraiment du bien, parce qu'en fait, tu te dis, en fait, je me bats dur pour ça. Et donc, c'est cool de voir ça de l'intérieur. Les quelques débuts, les premiers dîners, je disais qui je suis, et en fait, ils t'harcèlent de questions. Faut faire ci, faut faire ça, pourquoi il n'y a pas ça. Donc, ça dénature à la fois l'expérience pour eux et à la fois pour moi. Et puis, tu découvres des trucs et tu apprends des trucs, c'est drôle. Je sais pas, une fois, j'étais à Lisbonne, il y a un Portugais, il s'assoit, et il me regarde, et tu sais, je vois, il est suspicieux, tu vois, il me regarde comme ça et tout, je fais, ah bon. Et là, il me dit, putain, t'as un tatouage avec des points, comme le fondateur de Time Left. Je dis, ouais, apparemment, on me le dit souvent et tout. 10 minutes passent, il fait, putain, le fondateur de Time Left, il est français aussi, non? Putain, mais attends, le mec, il va deviner ou quoi? Et ça durait 1 heure, et il me regardait comme ça, tu sais, en chien de faïence, et j'ai, toi, le fondateur de Time Left, il commence à se lever, il commence à prendre des photos, c'était trop drôle. Ou alors sinon, oui, Time Left, c'est une boîte portugaise, et puis ça commence à s'embrouiller sur la table. Non, c'est des Belges apparemment. Non, je crois que c'est des Parisiens et tout. Allez, venez, on les Google. Non, on Google personne. Ah ouais. Donc il y a des trucs drôles, et à la fin, quand je dis qui je suis, ils partagent aussi beaucoup de choses, qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Et donc c'est une sorte de user bêta test en version réelle, quoi. Alors là, c'est hyper intéressant parce que toi, tu es sur le terrain. Imaginons, là, tu es dans un dîner. Il y a 5 personnes face à toi, ou peut-être 10, 15 parce que vous avez plusieurs tables dans le restaurant. Ils te partagent un feedback. Plus ou moins, ils sont unanimes, tous d'accord, ou certains pas d'accord. Est-ce que tu vas prendre le feedback et l'appliquer, ou est-ce que tu vas être très data-driven et te baser pas sur les 15 personnes dans la pièce, mais sur les 100 000 personnes? À la fin, donc on a 30 000 personnes qui dînent ensemble. Les gens peuvent noter le restaurant, se noter entre eux pour savoir s'ils sont compatibles. Donc déjà, on a une sorte de compatibilité index. On a la data vraiment dans tous les sens. On a plus d'1,5 million de feedback à lire. Tu vois, donc on a vraiment la data point dans tous les sens. On est aussi évidemment tout data-driven comme toute boîte tech. On analyse la conversion, etc. Moi, je suis plus à l'intuition, pour être honnête. Et c'est pour ça que je m'entoure de gens qui sont plus data-driven. Mais quand je fais ces dîners-là, le long du chemin, je me suis très vite rendu compte qu'il fallait sortir des features sur ci ou sur ça. MLF Repeat vient de ces dîners-là où en fait j'ai vu que les gens ils avaient envie de se revoir. Et donc je me dis mais pourquoi on leur propose pas une feature qui leur permet de faire ça? Je me suis pas demandé s'il y avait la data. Jusqu'au bout de 3-4 dîners, toujours la même chose. Les gens voulaient se revoir et ils n'y arrivaient pas. Donc tu testes quoi. Après tu testes et si ça marche pas, c'est ta capacité à tester vite et à te rendre compte que tu fails, je pense, qui est importante. Il y a beaucoup de gens qui pourraient se dire en t'écoutant, en nous regardant, waouh Maxime, ça m'intéresse trop, j'aimerais trop être comme toi, incroyable. Pourtant, je suis motivé, mais j'ai pas d'énergie, je suis fatigué, j'ai pas envie. Avec tout ce que tu as pu tester, expérimenter, tu disais ça fait 7 ans que tu optimises ton système plutôt que chercher à être discipliné ou motivé. Qu'est-ce que tu lui partagerais comme clé que tu as mis en place pour toi? Et je sais que c'est très personnel et ce qui fonctionne pour toi fonctionne. Non, j'ai un exemple, j'ai une réponse que je donne à chaque fois. C'est il faut réduire la marche, il faut trouver la marche la plus petite possible. Ok. Si pour tu veux passer à la suivante. Voilà, il faut que tu trouves une marche qui est tellement petite que c'est sûr que ça va être un succès. Quand je coachais quelqu'un, il voulait perdre du poids, il était obèse, et on n'y arrivait pas. Et en fait, je me suis rendu compte, on va réduire la barre. Et la barre, c'était, je lui dis, écoute, demain, tu mets tes baskets, tu fais tes lacets, tu enlèves tes baskets, c'est ton succès de la journée. Ça peut paraître ridicule ce que je suis en train de dire. Il met ses baskets, il m'envoie un texte, il fait, je l'ai fait. Très bien. Il dit, je fais quoi? Non. L'objectif d'aujourd'hui, c'est tu mets tes baskets et tu les enlèves. Okay. On va faire ça pendant 5 jours. On peut y arriver, d'accord? 5 jours. Après, on lui a dit, tu mets tes baskets, tu descends. Il était impossible de courir, il était obèse, tu vois. Ou même marcher, c'était trop compliqué pour lui. Alors, il aurait pu marcher 1 ou 2 fois, mais donc il utilisait un bloc de la motivation et en fait, ça tombe après. Et là, je dis, tu mets tes chaussures, il a fait ça 5 jours, il est descendu et on a continué comme ça. Et après, il s'est mis à courir. Vraiment, véridique, ça a pris 1 an. Mais au début, il descendait, il remontait. Ensuite, il descendait, il faisait des tours de pâté, il remontait. Et après, il faisait 2 tours de pâté. Mais si tu veux passer de 4 tours de pâté à 5 tours de pâté, l'incrémental de motivation est tout petit. Tu n'as pas besoin de beaucoup pour passer. Par contre, passer de t'as jamais rien fait à mettre tes baskets et à faire 5 tours de pâté, c'est trop grand. Et le problème, c'est que les gens, ils ont trop d'ego et ils veulent pas comprendre que la plus petite marche, elle est très petite en fait.
Non, moi j'ai un pote, il fait jamais de sport, et puis un jour il se chauffe, il fait 22 bornes. Il se lève un matin, il fait 22 bornes. Ouais, bah c'est fini après, il n'y a plus de sport. Ok, t'as fait un pic, tu t'es chauffé de ouf, et après c'est encéphalogramme plat. Tu vois. Alors que si tu fais un petit peu et tu montes, voilà, moi demain, quand je sais pas, demain j'ai fait Ironman l'année dernière, bah, je me suis entraîné que 3 mois. En vrai, un mec peut-être moins affûté, il prendrait 1 an. Mais j'ai une telle base maintenant de sport que je peux faire ces challenges-là. Mais il ne faut pas regarder le fait que je fasse 3 mois. Il faut regarder le fait que ça fait des années et des années et des années que je fais du sport tous les jours. Et donc changer mon sport dans la journée, c'est pas grave. Maintenant, je suis arrivé à un niveau que si je fais pas du sport, je deviens ouf. Mais c'est un niveau déjà d'obsession, mais qui fait qu'est arrivé, tu vois, il a fallu 15 ans pour en arriver là. Ce principe d'amélioration continue que tu partages ici, tu l'as eu à partir de quand? Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné où tu t'es dit… Un gros déclic. J'ai rencontré un coach qui s'appelle Régis Medina, qui a changé ma vie d'entrepreneur et qui enseigne le lean management, qui est une façon de voir l'entreprise et le management et qui s'appuie énormément sur ce process d'amélioration continue, de détecter les problèmes, etc. Et il m'a coaché pendant 2 ans à la fin de Minute Buzz, donc il m'a aidé à redresser la boîte. Et en fait, j'ai trouvé ça tellement brillant que je me suis demandé si on ne pouvait pas l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et donc, c'est mon système dans la vie de tous les jours. Ok. Comme tout, il y a des points positifs, points négatifs. J'ai aussi du mal à déconnecter sur certaines choses. J'ai du mal à pas faire ça pour tout aussi. Tu vois, c'est assez addictif. D'ailleurs. Et du coup, c'est addictif, tu dis, ça te fait quoi? Ça te met la pression Bon, ça crée une distance aussi avec les gens. T'optimises tout, t'as envie d'optimiser tout. Ma copine, elle pète des câbles. Elle me dit, tout n'a pas besoin d'être optimisé, Maxime, tu vois. Ouais. Et pourquoi tu fais pas comme ci, comme ça, tac, tac genre, mais tu sais qu'il y a un raccourci clavier pour faire ci. Si tu veux, il y a une app qui te permet de faire ça, de diviser la screen en 2. Enfin, tu vois, moi, j'ai pas besoin. Je fais pas 0 inbox. Ma vie, elle est très cool. Détends-toi, tu vois. Et t'as un peu ce truc où… Tu vois, comment tu trouves l'équilibre là-dedans? Ça m'intéresse, ça, parce que c'est pas facile, justement, de concilier son environnement de performance personnelle et professionnelle quotidien, voire même son système interne, et les gens qui nous entourent, qui sont pas forcément codés de la même façon, en tout cas sur la même fréquence spécifiquement pour ça à ce moment-là, mais qui font partie de notre vie. C'est un vrai sujet. Le premier exemple qui vient quand tu m'as posé la question, c'est donc je prends mon ticket pour l'Ironman il y a 1 an, et c'était avant que Timeleft ça commence à décoller. Timeleft décolle, donc je mets de côté l'entraînement, et voilà. 3 mois avant l'Ironman, donc c'était en octobre, donc en septembre, je reçois une notif. Ah, vous savez que votre entraînement, votre truc est dans 3 mois. Et je sais que c'est extrêmement chronophage dans un Ironman, c'est 15 heures d'entraînement par semaine. Donc je suis allé voir ma copine, donc j'étais en pleine scale, stressé de ouf, enfin tu vois. Et je dis, bah, est-ce que je peux rajouter, en plus de tout ça, est-ce que je peux rajouter un Ironman? Et donc 2 choses sont passées. La première, c'est que je lui ai demandé son avis, un truc que j'aurais peut-être pas fait à l'époque. C'est genre en mode, ouais, de toute façon, c'est ma vie, je fais ce que je veux, sans prendre en compte le fait que tu as quelqu'un qui vit avec toi maintenant. Et la deuxième, elle m'a dit, bah, bien sûr, en fait, je peux pas te dire non. Je peux pas te dire non. Je dis, comme ça, tu peux pas me dire non. Elle fait, bah, c'est quitter, tu vois. Et je sais quitter. Et en fait, ça, c'est important de se dire que faut que plus tu es clair avec qui t'es, plus tu exprimes qui t'es, et plus les gens sont OK avec qui t'es, bah, moins ça crée de friction. Je pense que ça crée des frictions quand les gens ils essaient de te changer. Moi, dans mes relations passées, j'ai eu beaucoup ça. Par exemple, tu sors avec quelqu'un, elle adore ton côté. Wow, tu fais trop de trucs, c'est génial, j'adore. Et au bout d'un moment, putain, tu fais trop de trucs, j'en peux plus là en fait. Viens, bah non, en fait, moi, tu vois, c'est mon rythme de vie en fait. Et donc, je peux le réduire de temps en temps. Aller à la plage pendant une journée et rien faire. Bon, je suis un peu comme ça, hein, je t'avoue, mais je prends le truc. Mais c'est comme un élastique, c'est qu'à un moment, il revient à son niveau normal. Et donc, le problème, c'est que soit des fois, on ment à c'est quoi notre niveau de vibration, tu vois, quand tu prenais ton exemple. Et je pense que si les gens acceptent un niveau de vibration sur le court terme qu'ils n'ont pas envie d'accepter sur le long terme. Et donc, ça crée une tension. Ça crée une tension et qui, je pense, ne peut pas se résoudre. Ok. Si imaginons, je serais avec quelqu'un où tu rejoins Timeleft, t'es leader, donc t'es avec moi en contact direct, et tu dis, ouais, moi j'aimerais bien que mon CEO il soit quand même détente, j'aimerais qu'on prenne le temps, c'est important pour moi, la work-life balance et tous ces trucs-là, bah c'est mort. Enfin, qu'est-ce que je te dise? Ah, excuse-moi, attends, je vais changer pour toi. Rejoins ma boîte, je vais changer pour toi. Non, c'est pas possible. C'est pas que je suis un connard, c'est que ça marche comme ça en fait. Je suis le CEO, c'est ma boîte, il y a peu de chances que je bouge de ce poste-là. Donc si tu veux me rejoindre, et que tu as besoin d'un truc très cadré, très tranquille, Timeleft, c'est pas pour toi. Et maintenant, je le dis, tu vois, et je le dis très fort, très clairement. Quand quelqu'un me parle de work-life balance, pour moi, c'est un red flag. Et encore, pas le fait qu'on bosse pas jusqu'à minuit. Moi, je bosse le week-end, mais on bosse pas jusqu'à minuit. C'est pas genre un truc bizarre d'agence de pub où tout le monde fait des charrettes. Tu vois, c'est pas ça. Ouais. Mais ouais, tu vas arriver lundi, il y a déjà des gens qui auront parlé, il y a des mails qui sont partis, il y a des trucs, quoi, tu vois. Et donc, si pour toi, ça t'oppresse,
le niveau vibratoire va être très important. Si tu es leader, après, si tu es -2 ou -3, c'est dilué, donc c'est moins important. Et sur ma leadership team, j'en ai fait partir 2 récemment, au bout de 3 mois, parce qu'en fait, c'était la vibration, exactement ça. C'était impossible, ça n'aurait jamais matché. Ouais, hyper important, conflit de valeurs, aligner les intérêts et puis aligner aussi la vision des choses, quoi. La vibration, je trouve, c'est la première fois que j'emploie ce mot, je pense, pour décrire ça, mais je trouve que c'est un bon mot. Il y a une sorte de vibration. Est-ce qu'on peut vibrer ensemble, tu vois? Et si tu as quelqu'un qui est très low en vibration et toi qui es très high, ça peut être très bien. Donc, par exemple, mon CFO, on a un truc, on utilise les note takers, tu sais, les AI qui prennent des notes dans tes meetings. Incroyable. J'adore cet outil, Read AI, d'ailleurs, c'est un super outil. Et ça calcule le nombre de mots par minute que tu dis. Moi, je parle vite. Je suis à 291 ou 290 mots par minute et mon CFO, qui est incroyable, il est à 160, tu vois. Donc, Et en fait, ça va. Et on a des tensions, mais ça va parce qu'en fait, il est finance et lui, il se met sur des sujets de réflexion lente, il est dans les chiffres. Donc, tu vois, si j'avais un CFO qui était full-on, là, ça marche pas, tu vois. Et donc là, ça marche. Et quand on est ensemble, on trouve un juste milieu, mais parce que ce job, ça va. Par contre, ma chief of staff, elle est même vibration que moi. Et c'est important parce qu'en fait, je lui envoie des sujets, on fait 70 sujets en même temps. Et donc, si elle était, tu vois, une vibration plus basse, je pense que on aurait des tensions. Complètement. Hyper important le concept que tu évoques ici, surtout quand tu es en hyperscale, tu dois recruter vite. Et donc, tu dois te concentrer sur d'autres choses que juste les compétences pour recruter les talents que tu vas aller sourcer. Typiquement, la fréquence vibratoire est complètement importante. Dans cette continuité, si tu pouvais transmettre une règle de vie, si j'ose dire, à un entrepreneur qui nous écoute par rapport à toute l'expérience que tu as accumulée, c'est mon avant-dernière question pour toi. Laquelle ce serait ? Il y a un sujet que je parle de plus en plus et qui est encore aussi tabou, c'est apprendre à se séparer des gens. J'ai l'impression que c'est tabou et j'ai cherché ça la dernière fois sur Internet. On forme tout le monde à recruter, on explique tout le monde les processus de recrutement, les outils de recrutement. Mais par contre, virer les gens, personne t'en parle. Ça, c'est un peu... alors que tout entrepreneur, c'est sûr et certain, tu vas virer des gens. Je veux dire, c'est obligatoire que tu vas virer des gens à un moment dans ta vie. C'est impossible que tu aies le parfait... Tu embauches 20 personnes et non, c'est impossible, ça n'existe pas. Et donc, la partie licenciement est intimement liée à la partie recrutement. Et maintenant, je suis beaucoup plus dur là-dessus, où, en fait, tu as 3 mois pour réussir. Et si au bout de 3 mois, tu réussis pas, tu réussiras jamais. C'est mon mindset maintenant. Et ça nous a sauvés à plusieurs reprises là. Alors que dans mon ancienne boîte, tu vois, t'attends 3 mois et ça le fait pas trop. Tu dis c'est peut-être lui, c'est peut-être moi. Puis tu as ton ego, c'est moi qui l'ai recruté, etc. Puis c'est 6 mois, puis c'est 9 mois. Puis ça fait 1 an qu'il est là. Et en vrai, quand tu scales très très rapidement, les gens sont des multiplicateurs négatifs ou positifs ou neutres. Mais quand tu n'as que des gens qui sont neutres dans ta boîte, c'est-à-dire qui n'apportent pas, tu vois, on dit souvent les gens c'est 1,2 ou 0,8 ou 1. Donc si tu as une équipe de 5 et tout le monde est 1 et que tu mets un performeur, l'ensemble de l'équipe monte. Et si c'est un sous-performeur, tu vois. Et au bout de 3 mois, tu dois vite te dire, OK, est-ce qu'il est 1,2 ou est-ce qu'il est 1,2 en fait Et la partie licenciement est très compliquée, je trouve. Parce que c'est tabou, parce que je parlais d'un sujet la dernière fois, j'ai embauché quelqu'un et elle me dit, ce qui était très important pour elle, c'est qu'on valide la période d'essai. Et elle me dit, une fois qu'elle a validé la période d'essai, je suis sécure. Et j'avais une discussion qui était un peu bizarre, de dire, mais t'es sécure de quoi en fait? T'es sécure, oui, t'es plus en période d'essai, mais la sécurité de ton emploi à l'intérieur de l'écosystème dans lequel on est, c'est parce que tu performes, période d'essai ou pas période d'essai. Et donc, c'est toutes ces questions-là sur détecter les trucs avant qu'ils arrivent, je pense que c'est la clé, parce qu'au final, ta boîte, c'est tes gens. C'est-à-dire, si tu performes, c'est parce que tu as les bonnes personnes à la bonne... C'est une équipe de foot, quoi. Donc, tu as les bonnes personnes au bon truc, et plus les gens sont forts dans leur position, plus ton équipe au global elle performe. Complètement. Merci Maxime. Avec plaisir. J'ai adoré cet échange. Si vous avez autant de plaisir à l'écouter que je n'en ai eu à l'animer, bien faites-le nous savoir comme à chaque fois en commentant la vidéo, en la partageant, en mettant un like bien évidemment. Et surtout, si vous étiez sur une plateforme d'écoute, quelle que soit la plateforme, Spotify ou Apple Podcast, mettez 5 étoiles sur votre plateforme de streaming préférée. J'ai une dernière question pour toi que je pose à chacun des invités du Déclic. Est-ce que tu peux nous partager le déclic qui a fait toute la différence dans ta vie, que tu n'as pas encore partagé dans cette interview, que peut-être tu n'as jamais partagé nulle part? Ça peut être une anecdote, une simple phrase, une situation, une frustration, quelque chose de positif, quelque chose de négatif, peu importe, mais tu as carte blanche pour le mot de la fin. Si tu décides de partager ta vie avec la bonne personne, ta vie va changer.
depuis que je suis tombé amoureux de ma copine et qu'on est ensemble, ma vie n'est plus la même et en bien. Et je pense que j'avais pas conscience à quel point avoir un bon partenaire de vie, ça change tout dans ta vie. Je pense d'ailleurs, c'est une quote assez connue, hein, mais c'est la plus grande décision de ta vie que tu peux faire, de décider avec qui tu vas faire avec qui tu vas partager ta vie. Merci Maxime. Avec plaisir.